Vocalivre vous propose une adaptation française d'une enquête du célèbre détective américain des années 1900 qui se nomme Nick Carter. Cette enquête se nomme « Payer le prix » ou « L'aventure périlleuse de Nick Carter ». Lu par Philippe pour Vocalivre. Chapitre 1. Le meurtre du presbytère. Nick Carter ne s'arrêta qu'un instant avant de répondre. Il prit ce temps pour réfléchir à l'autre affaire étrange qui l'avait conduit à Washington et pour déterminer si accepter la demande du chef de la police interférerait sérieusement avec celle-ci. Il décida que non, puis déclara avec gravité. « Eh bien oui, j'accompagnerai l'inspecteur Fallon, puisque vous insistez tous deux si ardemment. Il est possible, chef, comme vous le dites, que je remarque quelque chose qui lui aurait échappé. Qui est la victime du crime, si crime il y a ?» « Il n'y a aucun doute là-dessus, Nick, » répondit le chef. « L'homme assassiné est le révérend père Cléry, de l'église Saint-Laurent. Il a été retrouvé mort sur le sol de sa bibliothèque dans le presbytère, qui jouxte l'église, il y a environ une demi-heure. »« Un prêtre catholique, donc ?»« Oui. »« Que savez-vous de l'affaire ?»« Très peu de choses. J'ai été informé par téléphone. J'ai donné l'ordre que rien ne soit touché, et que l'on ne parle pas du crime avant que j'aie pu commencer l'enquête. J'ai envoyé 2 policiers pour garder le presbytère jusqu'à ce que je puisse contacter l'inspecteur Fallon. C'est le meilleur homme de mon équipe pour ce genre de mission. »« Mais je ne suis pas de votre calibre, Nick, loin de là, » intervint Fallon, un homme droit et brun, d'une 40aine d'années, au visage grave et résolu. « Vous êtes d'une classe à part, Carter, c'est certain. »« Assez, » coupa le chef sèchement. « Les compliments sont une perte de temps. Fallon vous expliquera tout ce que nous savons, Nick, pendant que vous serez en route. Ma voiture et mon chauffeur sont dehors. Prenez-la, Fallon, et tenez-moi au courant. Vous avez carte blanche, Nick. Faites votre enquête à votre manière habituelle. »« Je vais voir ce que je peux en tirer, » répondit Nick en se tournant pour accompagner Fallon hors du poste de police. Il était environ 8h30 ce 1er novembre et le célèbre détective new-yorkais se trouvait à Washington pour une autre affaire, dont la nature sera révélée plus tard. Il savait qu'elle pouvait attendre, et il n'était pas opposé à répondre à la demande urgente du chef de la police locale, qui, face à un cas aussi grave, était plus qu'enthousiaste à l'idée de bénéficier de l'aide et des conseils du célèbre détective. Nick prit place à côté de Fallon dans la voiture, ce dernier ayant rapidement donné ses instructions au chauffeur. « Nous pouvons y être en 10 minutes, Nick, » ajouta-t-il lorsque le détective ferma la portière et s'assit. « L'église Saint-Laurent, hein ?» demanda Nick en le regardant. « Je ne me souviens pas l'avoir vue. »« C'est une église récente, » dit Fallon. « Elle a été construite il y a seulement 1 an. Elle est assez éloignée et ne se trouve pas dans un quartier riche et huppé de la ville. Le père Cléry est un prêtre relativement jeune, pas plus de 40 ans, et est connu pour son bon travail dans les quartiers pauvres. Il va beaucoup manquer dans ces zones défavorisées. »« Le connaissiez-vous » demanda Nick. « Oui, légèrement. »« Depuis combien de temps était-il à Washington ?»« Environ 3 ans, » répondit Fallon. « Vous étiez ici il y a 1 mois, d'ailleurs, pour cette affaire d'espionnage impliquant plusieurs étrangers. J'en ai entendu parler après votre départ. J'étais désolé de ne pas vous avoir vu. »« Je n'étais resté que 2 jours avec 2 de mes assistants, » répondit Nick. « Nous avons eu de la chance et rapidement arrêté les coupables, à l'exception d'un seul. »« Vous parlez d'Andy Margate, je suppose ?»« Oui. Le filet est toujours tendu pour lui. Cependant, et les autres purgent déjà leur peine. Margate n'était pas un espion. Avec l'aide de 2 escrocs locaux, il a joué un tour aux étrangers qui s'est avéré très utile pour moi. »« Vous parlez de Larry Trent et Tom Carney ?»« Oui. Ce sont de mauvais sujets, » dit Fallon. « Je les connais depuis longtemps. Trent est le pire des 2, car il est plus éduqué et vient d'une famille respectable. C'est ce que j'ai entendu dire. Il a une sœur, Lottie Trent, qui est une fille honnête et travailleuse. Elle est sténographe dans un bureau du département de la guerre. Je connaissais aussi ses parents, décédés depuis plusieurs années. Au fait, Nick, il y a eu très peu de publications sur les dessous de cette affaire d'espionnage. »« Ils ont été condamnés sans véritable lutte juridique. »« Ils n'avaient aucune défense, » dit Nick sèchement. « J'avais des preuves solides contre eux, y compris contre le capitaine Gasper Dillon. Mais les faits essentiels ont été presque tous étouffés. »« Oui, tous les faits essentiels, » admit Nick, en souriant significativement. On murmure néanmoins que le sénateur Barclay et un jeune ingénieur du gouvernement au département de la guerre, un certain Harold Garland, étaient quelque peu impliqués dans cette affaire, dit Fallon. « Est-ce vrai ?»« Vraiment, Fallon.
Je ne peux pas vous le dire, répondit Nick, toujours souriant. L'inspecteur Fallon rit légèrement, sachant très bien que Nick aurait pu l'informer sur chaque détail de l'affaire s'il l'avait souhaité. Il ne lui en tint pas rigueur et demanda après un moment « Y a-t-il une piste concernant l'endroit où se cache Margate ?»« Pas à ma connaissance, » admit Nick. « La police du pays entier est à sa recherche. C'est un individu très rusé et insaisissable. Cependant, et il est mieux connu en Europe, où il a commis la plupart de ses méfaits. Mais nous l'attraperons, Fallon, tôt ou tard, si... Nous y sommes, interrompit Fallon. Voici l'église. La voiture avait tourné un coin, révélant l'édifice sacré. Elle occupait l'angle suivant et était légèrement en retrait de la rue, à la fois sur le devant et sur le côté. À l'arrière, donnant sur la rue latérale, se trouvait la résidence occupée par le père Cléry, dont la seule servante était une gouvernante âgée, Honora Kane, veuve depuis de nombreuses années. L'église, le presbytère et les terrains environnants s'étendaient jusqu'à la rue suivante, séparés par un mur de pierre. Les arrière-cours étaient ornés de plusieurs vieux arbres d'ombrage dont les branches s'entrelaçaient avec celles des terrains adjacents. Nick observa tous ces détails en approchant du presbytère, devant lequel un policier marchait de long en large sur le trottoir. Ce dernier toucha sa casquette lorsque Fallon sortit de la voiture, mais il ne sembla pas reconnaître le visage du détective plus célèbre. « Qu'avez-vous fait, Bagley » demanda Fallon en s'arrêtant brièvement. « Rien, monsieur, à part garder le silence, » répondit le policier. « Nous vous attendions, Grady est à l'intérieur. »« Nous allons entrer, » dit Fallon. « Un instant, » intervint Nick en le retenant. « Le meurtre n'a pas été ébruité, Bagley, je suppose ?»« Non, monsieur. »« Je vois qu'il n'y a pas de curieux dans les parages. Avez-vous vu quelqu'un qui semblait s'intéresser à l'endroit ?»« Non, monsieur, je n'ai vu personne. »« C'est tout, Bagley, merci. »« Je vois où vous voulez en venir, Nick, » remarqua Fallon alors qu'ils entraient dans l'enceinte du presbytère. « Bon sang, murmura Bagley en les suivant. Ça doit être Nick Carter. Nom d'une pipe, cette affaire est déjà réglée s'il s'en mêle. » Les deux détectives furent accueillis dans le hall par une jeune femme pâle, vêtue d'une robe de coton et d'un long tablier de toile. Ses yeux remplis de larmes, ainsi que les gémissements et sanglots d'une femme corpulente dans une pièce voisine, témoignaient de la détresse et du chagrin des deux femmes. « Laissez-moi prendre les rênes, Fallon, dit Nick calmement. Nous pourrions manquer des indices si nous allons trop vite. » Fallon acquiesça volontiers, et Nick s'arrêta pour interroger la femme qui les avait accueillis. Il apprit qu'elle s'appelait Margaret Dawson, qu'elle était la voisine la plus proche du presbytère et qu'elle s'était précipitée pour aider Madame Kane, la gouvernante, après avoir entendu ses cris lorsqu'elle avait découvert l'horrible crime. « Nora était presque hors d'elle, monsieur, et ne savait pas quoi faire, expliqua-t-elle. Alors, j'ai téléphoné poste de police, monsieur, et on m'a dit de ne rien toucher jusqu'à l'arrivée des officiers. Cela n'a pas pris longtemps, monsieur, et rien n'a été déplacé, pas même le corps du père Cléry. Un officier est dans la bibliothèque, monsieur, où il gît. »« Madame Kane est la seule servante ?» demanda Nick en jetant un regard à la femme en pleurs dans la pièce voisine. « Oui, monsieur. »« Elle est assez sourde, monsieur, et n'a entendu aucun bruit pendant la nuit. Elle est allée se coucher avant 9 heures hier soir, laissant le père Cléry seul dans la bibliothèque. »« Elle vous a dit cela ?»« Oui, monsieur. La porte de la bibliothèque était fermée lorsqu'elle est descendue ce matin pour préparer le petit déjeuner, mais elle n'a pas pensé que quelque chose n'allait pas à cause de cela. Lorsque le repas était presque prêt, cependant, elle est allée monter pour appeler le père Cléry et a découvert que sa chambre n'avait pas été utilisée. Ensuite, elle est descendue à la bibliothèque, monsieur, et a découvert ce qui s'était passé. » Voyant la gouvernante le regarder avec anxiété, Nick entra dans la pièce et l'interrogea brièvement. Elle ne put lui dire que le père Cléry n'avait reçu aucune visite tôt dans la soirée, qu'il n'en attendait aucune à sa connaissance, et qu'il n'avait pas semblé inquiet ou préoccupé récemment. C'était à peu près tout ce que la gouvernante âgée pouvait lui dire, et Nick se tourna vers l'inspecteur qui l'attendait. « Elle est trop sourde pour avoir entendu un quelconque bruit dans la bibliothèque avant d'aller se coucher, Fallon, dit-il calmement, tout en faisant signe aux deux femmes de rester dans la pièce de devant. « Oui, certainement, acquiesça Fallon. Venez, nous allons entrer dans la bibliothèque. » Nick prit les devants, traversant le hall sombre et simplement meublé. Il passa un couloir menant à une porte latérale. Au-delà se trouvait la bibliothèque, du côté est de la maison, avec une salle à manger presque en face de l'autre côté du hall, et une cuisine et une véranda à l'arrière. La porte de la bibliothèque était alors ouverte. Un policier qui les avait entendus entrer s'était avancé dans le hall et les attendait. « Un instant, Fallon, » dit Nick. « Qu'avez-vous fait dans cette pièce, Grady, depuis la découverte du crime ?»« Rien, monsieur, » répondit le policier en le regardant avec curiosité. « Les deux femmes disent qu'elles n'ont pas pénétré dans la pièce, bien que la gouvernante ait ouvert cette porte.
Je n'ai rien dérangé. Les choses sont exactement comme je les ai trouvées. Très bien. Nick s'arrêta sur le seuil de la porte ouverte et étudia avec une attention minutieuse la scène tragique qui s'offrait à lui. Chapitre 2. Des preuves contradictoires. La bibliothèque était une pièce carrée de taille modeste, confortablement mais simplement meublée. Un bureau ouvert était adossé à l'un des murs, avec des étagères de chaque côté, partiellement remplies de livres. Au centre de la pièce se trouvait une notable carrée recouverte d'un tissu, sur lequel étaient posés plusieurs livres et journaux, ainsi qu'une lampe à huile avec un abat-jour en porcelaine verte. Un grand fauteuil en cuir était placé près de la table, entre celle-ci et une chaise pivotante devant le bureau. Une petite chaise près d'une fenêtre, dont le store était partiellement baissé, était renversée sur le sol. À droite de la fenêtre pendait une portière composée de 2 lourds rideaux en tapisserie, suspendus à une tringle en noyer. Ils étaient presque entièrement fermés, mais entre eux, on pouvait apercevoir une double porte avec de petites vitres en plomb. Elle donnait sur une véranda latérale, surplombant les terrains ombragés à l'est et à l'arrière de la maison. Nick remarqua que l'un des rideaux était de travers, et en levant les yeux, il vit qu'il avait été arraché de l'une des épingles qui le fixaient à la tringle au-dessus de la porte. Sur le sol, entre cette porte et la table, gisait le corps du prêtre assassiné. C'était un homme de taille moyenne, vêtu des habits noirs traditionnels de sa fonction. Il était allongé sur le dos, les bras étendus, sa tête touchant presque un pied de la table. Son visage glabre, tourné vers le plafond, révélant au détective une expression pâle et paisible, marquée par la mort depuis plusieurs heures. « Cette scène est suggestive, Fallon, très suggestive, dit-il après quelques instants. Nous allons procéder méthodiquement, cependant, car rien ne peut être fait pour cet homme. C'est un cas de meurtre, pur et simple, si cela peut l'être. Laissez Grady attendre dans le hall, je vais étudier les preuves en détail. » Fallon acquiesça d'un signe de tête et lança un regard significatif au policier. Nick traversa la pièce et releva le store de la fenêtre. Dans la lumière plus vive qui entra, la scène devint encore plus vivement tragique et macabre. « Aucune arme n'est ici, dit-il en examinant le corps avec attention. L'assassin a pris soin de ne pas la laisser. Il s'agissait probablement d'un poignard ou d'un couteau à l'arme large. Notez les 2 entailles dans les vêtements. Chaque coup aurait été mortel. Cet homme est mort depuis hier soir, probablement dès 9 heures. Nick avait soulevé l'un des bras raidis en parlant et l'avait laissé retomber sur le sol. « Certainement, » répondit simplement Fallon. « Il y a des taches d'encre sur son majeur. Il était manifestement en train d'écrire Clore. » Nick ne termina pas sa phrase. Il se leva et se tourna vers le bureau ouvert, puis s'en approcha. Une feuille de papier y était posée, ainsi qu'un stylo qui avait apparemment été lâché brusquement. « Ah, voici la preuve, » dit Nick. Il se pencha et lut sur la feuille de papier les lignes suivantes. « À son Excellence, Monseigneur Cassidy, Washington, D.C. » Cher Monseigneur, je me sens obligé de solliciter votre attention concernant une affaire dont je viens d'être informé, bien que le secret sacré de la confession m'interdise. C'était tout. Écrit d'une main ferme et fluide. Nick se redressa et se tourna vers son compagnon. « Oui, cela confirme tout, Fallon, dit-il. Le père Cléry était en train d'écrire lorsque son assassin est entré. Remarquez qu'il a lâché son stylo brusquement, au lieu de le poser dans ce plateau avec les autres. »« Oui, c'est évident, » acquiesça Fallon. « Il est donc clair qu'il a été surpris, voire alarmé par un bruit inattendu. Cela ne serait pas arrivé, Fallon, si la sonnette avait retenti, que ce soit celle de la porte d'entrée ou de la porte latérale. »« Mais il se peut qu'il ne fût pas seul à ce moment-là, » suggéra Fallon. « La personne qui l'a tué était peut-être déjà là. » « Ce n'est pas probable, » objecta rapidement Nick. « Cette lettre qu'il a commencé à écrire indique qu'il était seul, et aussi qu'une personne venait de le quitter, ou peu de temps auparavant, et lui avait transmis des informations graves, si graves qu'il s'est senti obligé d'écrire à Monseigneur Cassidy. » « Cela devait donc concerner l'Église ? » ?»« Pas nécessairement. En fait, je ne le pense pas. »« Pourquoi ?» ?»« Remarquez la ligne suivante. « Bien que le secret sacré de la confession m'interdise, » souligna Nick. C'est là qu'il s'est arrêté et a lâché son stylo. Interdit quoi ? Nous savons que cela lui est interdit de révéler ce qui est dit en confession. Cela semble avoir été la source des informations dont il voulait parler, à en juger par le début de la lettre. Cela peut, bien sûr, ne pas faire partie de la confession d'un pénitent. Cela peut être quelque chose d'indirectement lié ou se référant à une confession. « Je vois, » acquiesça Fallon en hochant la tête.
Il semble qu'il n'y ait aucun moyen de le déterminer de manière définitive. Pas pour l'instant, répondit Nick en pliant la feuille de papier et en la mettant dans sa poche. Allons un peu plus loin. Nick se tourna et prit la lampe sur la table, la secouant doucement et regardant à l'intérieur de la cheminée. Vide, dit-il sèchement. La mèche est relevée et carbonisée. La lampe a brûlé jusqu'à ce que l'huile soit épuisée. L'assassin n'a pas éteint la lumière. Il est parti précipitamment, sans aucun doute. Il est resté assez longtemps pour fermer la porte donnant sur le hall, dit Fallon. La gouvernante l'a trouvée fermée ce matin. Le père Cléry a peut-être fermé cette porte lorsqu'il a reçu son premier visiteur. Vous pensez qu'il y en a eu deux? Oui, répondit Nick. Ensemble? Non. L'un est venu après le départ de l'hôte. Mais pourquoi aurait-il fermé la porte du hall après les avoir laissés sortir? Demanda Fallon un peu dubitatif. Les déclarations de Madame Ken impliquent qu'elle l'a trouvée généralement ouverte le matin. Je ne pense pas qu'il les ait laissés sortir, du moins pas les deux, dit Nick. Voici notre porte. Ah, je vois. Nick désigna la portière qui la cachait. Il a peut-être laissé sortir le premier visiteur par ici, plutôt que par la porte d'entrée ou la porte latérale, dit-il. Dans ce cas, cette porte donnant sur le hall serait restée fermée. Je comprends. Il a peut-être admis son deuxième visiteur par cette porte à rideau. Ou l'a laissée entr'ouverte pour aérer après le départ de l'autre, continua Nick à raisonner. Elle a peut-être été violemment forcée de l'extérieur, ce qui l'aurait alarmé pendant qu'il écrivait. Je vous suis, acquiesça Fallon. Remarquez qu'un côté du rideau est de travers et arraché de l'une des épingles qui le soutiennent. L'emplacement du corps, entre la fenêtre et cette table, montre que le père Cléry s'approchait probablement de la fenêtre lorsqu'il a été attaqué et poignardé. Il n'y a aucune trace de lutte. Son assaillant a probablement repoussé ses rideaux si violemment que l'un d'eux a été partiellement arraché de son attache. Puis il s'est jeté sur le prêtre et l'a poignardé avant qu'il ne puisse se défendre. Cela semble certainement, Nick, être une reconstitution raisonnable du meurtre lui-même, dit Fallon en notant les points mentionnés. Voyons ce que nous pouvons trouver de plus pour étayer cette théorie, dit Nick. Il s'approcha alors de la portière et l'examina. Sur le bord de l'un des rideaux, là où une main l'avait manifestement saisi, se trouvait une tache rouge, clairement discernable, visiblement une tache de sang. Nick attira l'attention de Fallon sur celle-ci, puis la contempla avec une expression perplexe sur son visage sérieux. La main du criminel était tachée de sang après le coup du couteau, dit Fallon. Il a arraché le rideau de l'épingle en partant, plutôt qu'en entrant, comme vous l'aviez supposé. À quoi pensez-vous ajouta-t-il en remarquant l'air perplexe de Nick. Nick écarta les rideaux avant de répondre. Il découvrit alors que la porte était encastrée dans un châssis étroit, juste assez large pour permettre aux deux battants de s'ouvrir vers l'intérieur. Nick ouvrit les deux battants et trouva sur le bois du battant de droite, c'est-à-dire celui à droite d'une personne se tenant sur la véranda et regardant dans la pièce, 4 taches de sang, provenant manifestement des doigts d'une main d'homme qui avait saisi ce battant. Bien qu'elle soit trop étalée pour servir d'empreinte digitale, en ce qui concerne la révélation des tissus de la peau, elle montrait clairement la taille et la forme des doigts, qui ne pouvaient être que ceux d'un homme. « Pardieu, je ne comprends pas tout à fait cela, » remarqua Nick après un moment. « Qu'est-ce qui vous intrigue, Nick » demanda Fallon. « Ces taches de sang. Pourquoi vous semblent-elles étranges ? Je n'y vois rien d'anormal. Le meurtrier a manifestement tiré la portière et fermé cette porte avec une main tachée de sang. Je n'en suis pas sûr. Comment pouvez-vous raisonner autrement ? Vous oubliez quelque chose, dit Nick. Cela pourrait être un point très important. Quoi donc ? Expliquez. Remarquez que c'est la main droite de l'homme qui a saisi ce battant de la fenêtre, dit Nick. La taille et la position relative des marques de doigts le montrent, ainsi que le fait qu'il devait faire face à la pièce, et non en sortir. Pardieu, c'est vrai, dit Fallon en regardant. La partie de la portière qui est tachée et arrachée de l'épingle, en outre, se trouve du même côté de la fenêtre. Exact. Pour les avoir saisis avec sa main droite, l'homme devait donc reculer en sortant de la pièce, s'il la quittait. Encore exact. Il y a une alternative, dit Nick. Laquelle ? Qu'au lieu de reculer en sortant de la pièce, il y entrait. Mais cela est difficilement tenable, Carter. Pourquoi ? Parce que sa main était tachée de sang, il devait sortir de la pièce après le meurtre, argumenta Fallon. À moins que... À moins que quoi ? À moins que sa main ait été tachée de sang avant qu'il n'entre et ne tue le prêtre. Mais attendez un instant, interrompit Nick. Je suis maintenant convaincu que ce meurtre a été commis exactement comme je l'ai décrit. Le père Cléry a entendu quelqu'un derrière la portière, ou forçant la fenêtre, et il s'est levé pour voir qui était là.
L'intrus a repoussé la portière et l'a poignardé. Et alors ? Remarquez ce point, dit Nick. Le meurtrier n'est manifestement pas resté pour accomplir quoi que ce soit d'autre. Il n'est pas allé au bureau pour voir ce que le prêtre écrivait. Sinon, si mon raisonnement précédent est correct, il aurait emporté la lettre que le père Cléry avait commencée. Certainement, admit rapidement Fallon. Nous pouvons donc supposer en toute sécurité que l'assassin est sorti aussi rapidement que possible, poursuivit Nick. Alors, certainement, il n'aurait pas reculé. Il serait sorti directement, tirant la portière et fermant la double porte. Sans aucun doute. Le côté du rideau qui est taché, ainsi que le même battant de la porte, aurait donc été à sa gauche, et aurait naturellement été saisi avec sa main gauche. Certainement. Cela soulève une question très pertinente, dit Nick. Pourquoi sa main gauche était-elle tachée de sang ? Vous voulez dire ? La plupart des hommes utilisent un couteau avec la main droite, continua Nick. C'est cette main qui aurait dû être couverte de sang à cause du couteau utilisé, pas la gauche, qui aurait naturellement été levée pour saisir la victime par la gorge ou l'épaule pour empêcher toute résistance. Pardieu, on ne peut pas contredire cela, Nick. Pour ce que cela vaut, admit Fallon pensivement, de plus en plus impressionné et maintenant plus perplexe. Mais ces empreintes sur la porte montrent clairement que c'est la main droite qui était tachée. Elles montrent aussi qu'il devait faire face à la pièce, dit Nick. En d'autres termes, Fallon, qu'il reculait en sortant, ce que vous admettez être improbable, ou qu'il entrait avec du sang sur sa main, ce que vous trouvez également difficile à croire. Fallon secoua la tête et fronça les sourcils. « Bon sang, Nick, vous m'embrouillez complètement, déclara-t-il. Dans une minute, je ne saurai plus si je suis à pied ou à cheval. Dites-moi ce que vous pensez. Ne vous souciez pas de ce que je pense. Votre tête en vaut deux, non une demi-douzaine. » « Non, je ne pense pas, dit Nick avec un léger sourire. Il est clair, cependant, que ces taches de sang présentent des incohérences difficiles à expliquer pour le moment. C'est certain. Nous allons chercher un peu plus loin. Vous avez vu que j'ai trouvé cette porte déverrouillée ? Oui, j'ai remarqué. Elle était sécurisée uniquement par la poignée, qui peut être soulevée des deux côtés. Il est sûr de supposer, puisque la serrure n'était pas endommagée, que l'assassin a trouvé la porte déverrouillée. Soit cela, soit comme je l'ai dit, elle était entr'ouverte pour aérer. Cette dernière hypothèse semble assez probable, dit Fallon. Il faisait anormalement chaud hier soir. Nick sortit sur la véranda sans répondre, Fallon le suivant. Elle s'étendait depuis la porte latérale où deux marches basses menaient à un chemin de gravier menant à la rue. La véranda mesurait environ 12 pieds de long, avec un treillis recouvert de vigne à son extrémité arrière et un garde-corps en fer forgé sur le côté extérieur. Près du treillis se trouvait un grand fauteuil en osier dans lequel le père Cléry avait l'habitude de s'asseoir et de lire par temps chaud et agréable. Nick jeta un regard dans cette direction et fit une autre découverte étrange. Chapitre 3. Le bandage mystérieux. La première chose qui attira l'attention de Nick Carter en sortant sur la véranda fut une bande de tissu en coton blanc et un morceau de ficelle blanche ordinaire, tous deux gisant sur le sol près du fauteuil en osier mentionné plus tôt. Le tissu était quelque peu souillé, froissé, marqué de plis et recourbé par endroits. Nick le ramassa et l'examina attentivement. Il mesurait environ 60 cm de long et une douzaine de centimètres de large. Il était soigneusement plié dans le sens de la longueur. Sur l'une des extrémités souillées apparaissaient des taches de sang. « Par Jupiter, voici une nouvelle preuve étrange !» s'exclama-t-il après une inspection minutieuse. « On dirait un bandage !» remarqua Fallon. « C'est exactement ce que c'est. Mais pourquoi le qualifier d'étrange ? Observez les plis et la manière dont il est recourbé, » expliqua Nick. « De toute évidence, il a été enroulé autour de la main d'un homme. Sinon, il n'aurait pas gardé ses marques et ses formes. »« Je vois. Tendez vos mains, toutes les deux. Nous pouvons déterminer sur laquelle il était porté en le repositionnant. » Bonne idée. Nick appliqua le bandage sur les mains de Fallon. Il ne s'ajustait pas à la main droite sans altérer les plis et les marques d'origine. En revanche, il s'adaptait parfaitement à la main gauche, ce qui confirmait son hypothèse. « C'est aussi clair que 2 et 2 font 4, affirma-t-il. Ce bandage a été porté par un homme sur sa main gauche. »« Sûrement, acquiesça Fallon. Il avait sans doute une blessure ou une coupure. »« Vous vous trompez, dit Nick. C'est là tout le mystère. »« Me tromper ? Pourquoi donc ? Demanda Fallon perplexe. Nick garda le bandage enroulé autour de la main gauche de son compagnon. « Regardez ces taches de sang, expliqua-t-il. Elles ne sont pas à l'intérieur du bandage, c'est-à-dire là où elles devraient être si elles provenaient d'une plaie. Elles sont à l'extérieur. »« Par Jupiter, c'est effectivement étrange, reconnut Fallon. »«
De plus, le sang ne s'est pas infiltré à travers les couches de tissu. La partie inférieure est parfaitement propre. C'est vrai. Regardez aussi l'intérieur du bandage, ajouta Nick en le retirant. Il n'y a aucune trace de sang, de pus, de pommade ou de liniment comme on en trouverait sur un bandage enveloppant une blessure. Il est intact. Granda Fallon, examinant le tissu avec un froncement de sourcils. Il n'y a aucun doute, vous avez raison. Mais que signifie tout cela? La main n'était pas blessée, affirma Nick. Peut-être était-elle douloureuse ou foulée. Si tel était le cas, le bandage n'aurait pas été retiré en arrivant ici, expliqua Nick. Un homme prévoyant une action risquée n'affaiblirait pas une main blessée en enlevant un bandage protecteur. Vous avez raison aussi, approuva Fallon. Vous pensez qu'il appartenait à l'assassin? J'en suis convaincu. L'a-t-il retiré après être entré? Non, avant d'être entré, précisa Nick. Il voulait avoir l'usage total de sa main. Il a donc arraché le bandage et l'a jeté avant de pénétrer ici. La ficelle présente aussi des taches de sang, ce qui prouve que le sang sur le bandage se trouvait à l'extérieur. Vous avez raison, Nick, admit Fallon. Il n'y a aucun doute. Et prenez-moi au mot, continua Nick, la main de cet homme n'était pas blessée. Alors, pourquoi ce bandage? Pour une autre raison, dit Nick, laconique. Quelle qu'elle soit, nous devons la découvrir. Deviner serait une perte de temps. Je suis d'accord avec vous. De plus, le sang sur le bandage provient de la main droite de l'homme, pas après son entrée ici, mais avant, confirma Nick. Ce bandage mystérieux confirme mes déductions précédentes. Par Jupiter, c'est une affaire bien énigmatique, commenta Fallon, le front plissé. Je ne comprends pas pourquoi la main droite de ce scélérat était tachée de sang avant son entrée. Avançons encore un peu, proposa Nick en mettant la ficelle et le bandage dans sa poche. Nick examina attentivement le sol de la véranda, puis le sentier menant à la rue et à la pelouse soigneusement entretenue. Il n'y trouva aucune empreinte marquée, mais après quelques pas, il s'arrêta brusquement et pointa le gazon. L'herbe était légèrement courbée et écrasée. Une empreinte discrète d'un petit soulier était visible, indiquant la taille et la direction du pas. « Je vois, acquiesça Fallon en s'agenouillant pour examiner. Quelqu'un est passé ici récemment, sans doute hier soir. Ce quelqu'un était une femme ou une jeune fille, précisa Nick. Pourquoi une femme? Regardez l'empreinte du talon qui s'est enfoncé légèrement dans la terre. Il est petit et assez haut. Seules les jeunes femmes portent des talons français. Par Jupiter, vous ne laissez rien au hasard, Nick. Ce n'est sûrement pas cela, car cela me saute aux yeux, répondit Nick. En voici un autre. Remarquez que la première empreinte est orientée vers la rue. Celle-ci, en revanche, pointe vers l'arrière du terrain. Il est donc évident que la femme se dirigeait d'abord vers la rue en quittant l'allée du gravier, avant de changer brusquement de direction. C'est clair, approuva Fallon, mais qu'en déduisez-vous? Nick jeta un regard en arrière vers la véranda. La femme est sortie par la porte latérale ou par l'ouverture donnant sur la véranda, expliqua-t-il. Elle s'est avancée jusque-là, comme si elle comptait aller vers la rue, puis elle a bifurqué vers l'arrière du terrain. Croyez-moi, Fallon, elle a été la première visiteuse du Père Cléry hier soir. Il l'a raccompagnée, probablement par la porte donnant sur la véranda, et elle a commencé à se diriger vers la rue. Mais après l'avoir entendu refermer la porte, et sachant qu'il ne la regardait plus, elle a changé de direction. Parbleu, je crois que vous avez raison. Venez, essayons de suivre les traces. Nick les suivit sans grande difficulté. Le sentier l'entraîna en diagonale à travers le terrain jusqu'à la rue arrière. Puis il bifurqua brusquement vers le mur bas, séparant la propriété de l'église d'un domaine adjacent. Observant au-delà du mur, Nick découvrit d'autres empreintes dans la cour voisine, où l'herbe, moins bien taillée, était nettement piétinée. C'était dans la cour latérale d'une maison en bois, légèrement en retrait de la rue et à environ 10 mètres du mur. D'un bond, Nick franchit le mur et examina le sol. Il trouva de nombreuses empreintes entrecroisées, y compris celles d'un talon fin et d'autres bien plus larges et profondes. Passant sa main sur l'herbe et regardant sa pomme, il y vit une légère trace de sang. « Nous y sommes, Fallon, dit-il en se redressant et en montrant sa main. « Voici la clé du mystère, ou du moins une partie. »« Mon Dieu !» s'exclama Fallon, observant à la fois la main de Nick et l'herbe piétinée. « Il y a eu lutte ici. »« Une lutte bien inégale, Fallon, à moins que je ne me trompe, répondit Nick. Vous voulez dire? C'est aussi évident que 2 et 2 font 4, Fallon, dit Nick avec assurance. Le père Cléry a reçu une visiteuse hier soir. Elle lui a confié quelque chose, ou l'a révélé lors d'une confession, ce qui l'a poussé à écrire à l'évêque Cassidy.
Comme l'indique la lettre inachevée? Exactement. Après avoir quitté le presbytère en feignant de se rendre dans la rue, la femme est venue ici et a enjambé le mur. Voici l'empreinte de son talon dans le gazon. Pourquoi est-elle venue ici et où comptait-elle aller? Mystère? En effet. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas allée plus loin de son plein gré, poursuivit Nick. Elle a été interceptée par au moins 2 hommes, peut-être 3. Je distingue au moins 2 empreintes de talons différentes. Leur profondeur et l'état piétiné du gazon montrent clairement qu'il y a eu une brève lutte. La femme a été maîtrisée, non sans effusion de sang, comme l'atteste également l'herbe. Pas mal de sang, en effet, Nick, à en juger par votre main. Assez pour éclairer cette partie de l'affaire, répondit Nick. C'est probablement ici que l'assaillant du père Cléry s'est taché la main droite de sang, ainsi que l'extérieur du bandage, avant d'entrer dans le presbytère. Oui, c'est certain. Il a arraché le bandage et l'a jeté avant d'entreprendre la suite de son plan, ajouta Nick. Mon avis, pour l'instant, est que ce scélérat savait que la femme avait révélé quelque chose au prêtre. Il l'a tué pour empêcher toute révélation supplémentaire, tandis que ses complices s'enfuyaient avec la femme. C'est ma théorie. Reste à vérifier si elle est exacte, ainsi qu'à identifier les criminels et retrouver la femme. Je suis d'accord avec vous, dit Fallon d'un ton grave. Cela semble être l'hypothèse la plus plausible, sinon la seule. Quelle est la prochaine étape? Pouvons-nous suivre ces traces plus loin? Pas au-delà de la rue, j'en ai peur. Mais je vais essayer, répondit Nick. Je vais aussi interroger les habitants de cette maison. Ils ont peut-être entendu quelque chose hier soir. En attendant, Fallon, retournez au presbytère et prévenez le coroner et un médecin. Le coroner est un médecin, le docteur Hadley. Ah, il fera l'affaire pour l'instant, dit Nick. Vous feriez bien de parler aussi au chef et de lui dire ce que je pense de l'affaire. J'ai vu un téléphone sur la table dans le hall. Je l'ai vu aussi. Allez-y alors, je vous rejoindrai un peu plus tard. Fallon acquiesça sans hésitation, fit demi-tour et retourna rapidement au presbytère. Nick jeta un dernier coup d'œil à l'herbe piétinée, puis suivit les quelques traces encore visibles jusqu'au trottoir, où, comme il s'y attendait, la piste s'interrompait brusquement. Il se dirigea ensuite vers la maison dont la cour latérale avait été le théâtre de ses découvertes, il sonna à la porte, et une femme d'âge mûr vint lui ouvrir. En réponse à ses questions, elle déclara qu'aucun bruit suspect n'avait été entendu la veille au soir et qu'elle ne savait rien de ce qui avait pu se passer à l'extérieur de la maison. Nick vit bien qu'elle disait la vérité et ne la retint pas plus longtemps. De retour sur le trottoir, il nota qu'il n'y avait aucune habitation en face, seulement plusieurs terrains vagues, dont aucun n'était clôturé. Les scélérats ont peut-être fui par là, se dit-il, après avoir vainement cherché des traces de voiture ou d'attelage. S'ils sont partis avec la femme, ils ont dû utiliser un moyen de transport. Ils ont peut-être traversé ces terrains pour rejoindre la rue suivante. Déterminé à vérifier cette hypothèse, il s'engagea dans cette direction. Il venait à peine d'entrer dans l'un des terrains vagues lorsqu'il aperçut des morceaux de papier blanc éparpillés sur le sol sec. Ils semblaient être les fragments d'une lettre déchirée, et ils étaient si propres et récents qu'ils avaient dû être abandonnés il y a peu. Nick ramassa quelques fragments et les examina. Ils étaient écrits sur un seul côté, d'une écriture fine et féminine, mais les quelques mots lisibles sur chaque morceau, aucun n'excédant 1 centimètre carré, ne lui donnèrent qu'une vague idée du contenu de la lettre. Cela lui sembla néanmoins assez significatif pour qu'il fouille soigneusement le sol à la recherche des autres morceaux, que le vent avait peut-être dispersé ou que la personne ayant détruit la lettre avait volontairement dispersé. Il en trouva suffisamment pour être raisonnablement certain qu'il pourrait presque reconstituer la lettre, et il les rangea précieusement dans son carnet de notes. Nick traversa ensuite les terrains vagues jusqu'à la rue suivante. Il nota que le quartier était propice à un crime de ce genre, sans trop de risque d'être aperçu. Mais il ne trouva aucun autre indice concernant les mouvements de la femme et de ses agresseurs, et rebroussa chemin vers le presbytère. Le coroner était arrivé pendant son absence, et examinait les restes du prêtre assassiné. Nick ne s'attarda pas pour lui parler, mais fit signe à Fallon de le rejoindre sur la véranda. « Je dois y aller. J'ai un rendez-vous ce matin, expliqua-t-il. Vous pouvez informer le docteur Hadley, ainsi que le chef, de mes conclusions. Voici la lettre inachevée du père Cléry. Remettez-la au coroner. J'essaierai de vous revoir plus tard pour vous apporter mon aide. » Le détective Fallon le remercia, et Nick prit congé. Chapitre 4. Un lien connecteur. Nick Carter avait passé beaucoup moins de temps au presbytère de Saint-Laurence qu'on pourrait le croire, étant donné l'étendue et la nature de ses investigations. Il avait progressé rapidement, malgré les nombreuses déductions et explications qu'il avait fournies au détective Fallon, dont il se sépara peu avant 10 heures.
Environ 20 minutes plus tard, Nick descendit d'un taxi devant une élégante résidence en pierre du Massachusetts Avenue. C'était la demeure du sénateur Ambrose Barclay, l'un des principaux hommes d'État siégeant alors à la Chambre haute, et l'homme directement responsable de l'arrivée de Nick Carter à Washington la veille au soir. Un majordome introduisit le détective et l'accompagna immédiatement dans une bibliothèque richement meublée, où Nick fut presque aussitôt rejoint par le sénateur Barclay et sa fille Estella, une belle brune d'une vingtaine d'années. Le grand service que le détective leur avait rendu était encore frais dans leur esprit. À peine un mois s'étant écoulé, et leur accueil fut extrêmement cordial. « J'ai reçu votre télégramme indiquant que vous me verriez ce matin, dit alors le sénateur Barclay, tandis que Stella referma discrètement la porte. Je suis très heureux que vous ayez pu répondre à ma demande. Je n'ai pas oublié à quel point je vous suis redevable, Carter. Vous avez sauvé ma réputation dans cette affaire d'espionnage étranger. Je ne dirai pas mon honneur, bien sûr, car je n'étais en rien coupable, bien que des personnes mal intentionnées ou un public mal informé aient pu penser autrement. J'en étais parfaitement conscient, sénateur Barclay, et j'ai veillé à ce que votre nom ne soit pas impliqué dans l'affaire, répondit Nick. Mais laissons les morts enterrer les morts. Quel est le problème, cette fois, pour que vous ayez besoin de mon aide ? Je suis dans une impasse, peut-être même dans un pétrin tout aussi grave, déclara le sénateur. Cela concerne, pour commencer, le même jeune homme qui s'est fait voler les plans gouvernement de défense côtière par ces maudits étrangers, aidé par le traître de Dillon, tous ayant réussi à me duper et à entretenir des relations amicales avec moi pendant plus d'1 an. J'en frémis de honte, rien que d'y penser. « Mais en quoi Harold Garland est-il impliqué dans vos ennuis actuels » interrogea Nick, recentrant la conversation. « Impliqué » explosa le sénateur Barclay. « Bon sang, excusez-moi, Stella, j'ai oublié que tu étais là. En quoi Garland est impliqué ? Mille tonnerres, Carter, il n'est pas simplement impliqué, il est le problème. » Nick éclata de rire, tandis que Stella Barclay rougissait intensément. « Je vous suggère d'expliquer, sénateur, sans juron, » proposa Nick avec amusement. « Oui, papa, s'il te plaît, » intervint Stella. « Raconte toute l'histoire à monsieur Carter. Ne t'inquiète pas pour moi, je survivrai. » « Ça peut être résumé en quelques mots, Carter, » dit le sénateur Barclay avec une familiarité évidente. « Depuis que vous lui avez ouvert les yeux sur la trahison diabolique de cette garce, Madame Irma Valaska, Garland a reporté son affection sur ma fille. Il l'a toujours appréciée, notez bien, mais il affirme maintenant qu'il l'aime. J'en suis ravi, et elle aussi. Je suis moi-même très attaché à Garland, d'ailleurs, poursuivit le sénateur. C'est un jeune homme bien sous tout rapport, franc, viril et remarquablement compétent. Je ne connais personne que je préférerais avoir pour gendre. » « Permettez-moi de vous adresser mes meilleurs vœux, » dit Nick avec une pointe d'humour, jetant un regard à la jeune femme qui souriait malgré son air cramoisi. « Je pense comme votre père qu'Harold Garland est un homme exceptionnel. »« Je le pense aussi, monsieur Carter, » répondit simplement Stella. « Mais alors, où est le problème ?» demanda Nick en se tournant à nouveau vers son père. « Quelque chose cloche chez Garland ?»« C'est justement ce que je veux que vous découvriez, » répondit gravement le sénateur Barclay. « Garland n'est plus lui-même. Il est terriblement inquiet pour une raison ou pour une autre. »« Vous ignorez laquelle ?»« Oui, je ne fais que soupçonner. Bien qu'il le nie fermement, Nick, il est en grande difficulté. C'est quelque chose qui a commencé il y a environ 1 semaine lorsque Stella et moi avons remarqué son changement d'attitude et d'apparence. »« Changement en quoi ?» demanda Nick. « Il est devenu indescriptiblement sombre et préoccupé. Je l'ai observé discrètement à plusieurs reprises et je l'ai vu arborer une expression d'angoisse absolue. Il a perdu près de 10 kilos en 1 semaine et a le teint d'un cadavre. Il faut faire quelque chose, Carter, et vous êtes le seul homme à pouvoir le faire. »« Nous sommes terriblement inquiets, » intervint Stella, avec un regard suppliant vers le détective. « Faites tout votre possible, monsieur Carter, pour découvrir ce qui se passe. »« Vous l'avez interrogé, bien sûr, » dit Nick. « Oui, mais en vain. » « Ne donne-t-il aucune explication à ces changements ? Il les attribue à notre imagination et insiste sur le fait qu'il n'y a rien d'anormal, » répondit le sénateur Barclay. « Je sais pourtant que c'est faux et qu'il va très mal. Avant hier soir, monsieur Carter, je l'ai sévèrement sermonné et il a alors fait une remarque qui m'a conduit à vous faire venir. »« Quelle remarque ? » ?»« Je l'ai accusé d'être en grande difficulté et j'ai insisté pour qu'il se confie à moi, » expliqua le sénateur Barclay. « Mon insistance l'a un peu irrité. Il a semblé perdre son sang-froid un instant et m'a répondu assez sèchement que je devais cesser de l'interroger.
Puis il a ajouté, impulsivement, que j'aurais beaucoup de chance si je restais moi-même en dehors de ses ennuis. Vraiment, fit Nick. Vous lui avez demandé de s'expliquer ? Oui, bien sûr. Il a affirmé qu'il ne voulait rien dire de précis, qu'il avait parlé sous le coup de l'émotion, d'une manière vague et irréfléchie. Je suis pourtant convaincu que cette remarque avait une signification bien plus grave et qu'il sous-entendait que je pourrais aussi être impliqué dans les ennuis qui le tourmentent. C'est une conclusion logique, approuva Nick. Et vous savez aussi ce que cela pourrait signifier, reprit le sénateur Barclay d'un ton grave. Il n'y a qu'un seul scandale, monsieur Carter, dans lequel je pourrais être mêlé à Garland. Il s'agit de cette affaire du vol des plans gouvernementaux et du fait que mon nom a été tenu à l'écart de cette malheureuse histoire. C'est bien ce à quoi je pensais, acquiesça Nick. Vous savez également que le misérable qui a volé ces plans à Dillon, après qu'il les ait reçus d'Irma Valaska, est toujours en liberté. Je parle d'Andy Margate. Cet homme est capable de toutes les bassesses. Si jamais il... Je connais très bien Andy Margate et de quoi il est capable, coupa Nick. Il est possible, bien sûr, qu'il soit encore à Washington. Il pourrait tenter de faire chanter Garland. C'est précisément ce que je crains. Je m'en doutais. En avez-vous parlé à Garland ? Oui, il affirme cependant qu'il n'a pas vu Margate et qu'il ne sait rien à son sujet. S'il ment, si mes soupçons sont fondés, eh bien, vous savez que cela signifierait pour moi, Carter, ma réputation serait de nouveau en péril, mon honneur, mon siège au Sénat, ma carrière politique, tout serait gravement menacé. Je suis d'accord avec vous, répondit Nick sérieusement. Je vais enquêter sur cette affaire, sénateur Barclay, et en découvrir le fin mot. C'est exactement ce que j'attends de vous. Je suppose qu'il n'y a rien de plus précis que vous puissiez me dire. Non, rien. Quand avez-vous vu Garland pour la dernière fois ? Avant-hier soir. C'est-il que vous m'avez fait venir ? Non, il pourrait mal le prendre. C'est possible, admit Nick. Vit-il toujours au Grayling ? Oui. Occupe-t-il toujours le même bureau au département de la guerre ? Oui. Très bien. Je vais partir immédiatement et essayer de le voir dans la journée, déclara Nick en se levant. Je repasserai ici ce soir, ou je vous appellerai pour vous dire ce que j'ai appris. Comme vous, je pense que cette affaire pourrait être grave. Tu vas y aller à fond, demanda Barclay anxieux. Comme un taureau dans une porte, lui assura Nick. Tu auras de mes nouvelles ce soir. Nick ne se lança pourtant pas immédiatement à la recherche de Harold Garland. Il retourna à l'hôtel Willard, où il était enregistré sous un nom d'emprunt, et monta dans ses appartements. Il pensait au meurtre choquant dont il avait eu connaissance ce matin-là, au prêtre tué, à la femme ou à la jeune fille inconnue qui, à ce moment-là, avait peut-être déjà subi un sort aussi terrible. Dans l'espoir d'apporter une aide supplémentaire à l'inspecteur Fallon, et soupçonnant que la lettre déchirée qu'il avait trouvée pourrait avoir un lien avec les deux meurtres, Nick se mit à rassembler les morceaux de la lettre, les assortissant et les collant sur une feuille de papier vierge. Il lui fallut une demi-heure pour terminer son travail. Il constata que plusieurs morceaux du bas de la lettre manquaient, probablement emportés par le vent depuis le terrain vague où il avait trouvé les autres ou laissés ailleurs par le destinataire de la lettre. C'était vraiment suggestif, compte tenu du double meurtre et des circonstances environnantes. La lettre, écrite à la main, semblait venir d'une femme, et disait ceci. « Cher Harry, tu dois me retrouver ce soir, mardi, à l'heure et au lieu que je t'ai indiqué. Ne me déçois pas. Il n'y a pas de doute concernant les conditions dont je t'ai parlé, et des mesures immédiates pour résoudre la situation sont absolument nécessaires. Retrouve-moi ce soir, sans faute, je ne prendrai pas de nom pour réponse. Si tu n'es pas d'accord, je ferai ce que j'ai menacé de faire. Je prendrai des mesures pour te contraindre à rectifier le terrible. » La suite de la lettre manquait de plusieurs morceaux en bas de la feuille déchirée. Il est évident que cela ne contenait que quelques mots de conclusion et la signature de l'auteur. Nick l'a lu, puis l'a relu, fronçant les sourcils et avec une expression plus grave sur le visage pensif. « Ce soir, mardi, murmura-t-il. Cela devait être hier soir. Les morceaux de papier auraient été emportés par le vent ou se seraient salis s'ils avaient été laissés au sol il y a une semaine. Le rendez-vous était bien pour hier soir, c'est certain. Et la signification de cette lettre ? Cela pourrait bien être les pensées de Nick dévièrent soudainement. On l'appelle souvent Harry. Il n'était pas à la résidence des Barclay hier soir, pas depuis avant-hier. Est-ce que c'est cela qui le trouble ? Est-il impliqué d'une manière ou d'une autre avec une autre femme ? Harold Garland a-t-il reçu cette lettre ? Ai-je commis une énorme erreur dans mon jugement sur son caractère ? Est-il un loup sous son apparence ?
Maintenant qu'il cherche à épouser Stella Barclay, a-t-il trouvé nécessaire de se débarrasser d'une femme et de tuer un prêtre pour éviter que ses vices passés soient exposés? Je ne crois pas à cela. Mais je vais très vite découvrir la vérité. Nick se leva brusquement, repliant la lettre collée et la mettant dans sa poche. Puis il choisit un déguisement simple parmi plusieurs dans sa valise, un qui lui sembla parfaitement adapté à son but. Il l'ajusta soigneusement devant son miroir, puis quitta l'hôtel et se dirigea directement vers le bureau de Harold Garland dans le bâtiment du département de la guerre. Chapitre 5 Dans les filets. Il était midi lorsque Nick Carter entra dans le vaste bâtiment de la Pennsylvania Avenue, où se trouvent les départements de l'État, de la guerre et de la marine. Nick se dirigea immédiatement vers l'aile ouest et le bureau qu'il cherchait. Il entra sans frapper. Il trouva une jeune femme en train de travailler avec une machine à écrire. « Monsieur Garland est-il à l'intérieur » demanda Nick, jetant un coup d'œil à la porte fermée d'un bureau privé. « Non, monsieur » répondit la sténographe en se tournant de sa table, « mais il est susceptible de revenir d'un moment à l'autre. »« Où est-il allé ?»« Dans un bureau à l'étage supérieur, monsieur. Une jeune femme a mystérieusement disparu, une personne qu'il connaît, et il voulait se renseigner à son sujet. »« Est-elle employée dans le bureau où il est allé ?»« Oui, monsieur. »« Depuis combien de temps est-elle disparue ?»« Elle travaillait hier, monsieur, et est partie à l'heure habituelle. Elle n'a pas été vue depuis. D'après M. Barstow, dans le bureau où elle est employée. Elle travaillait sur quelque chose de très important et devrait être ici ce matin, ce qui a entraîné une enquête immédiate. Elle agissait récemment de façon étrange, ce qui a également suscité quelque inquiétude. « Comment, étrangement ?» demanda Nick. « Eh bien, comme si elle était préoccupée ou en difficulté d'une manière ou d'une autre, d'après ce que j'ai appris d'un des employés de M. Barstow, qui est venu ici tout à l'heure pour informer M. Garland. Vous avez dit que Garland la connaissait ? Je pense que oui. Et vous? Je la connais seulement de vue et de nom. Quel est son nom? Charlotte Trent, dit la jeune femme. On l'appelle plus communément Lottie Trent. Nick Carter ne montra aucune surprise en entendant le nom de la jeune fille disparue. Cela lui indiqua cependant, au vu de toutes les circonstances, que l'affaire devenait de plus en plus sérieuse et compliquée. Il se rappela ce que Fallon lui avait dit ce matin-là. Cette même Lottie Trent devait être la sœur de Larry Trent, le complice du criminel Andy Margate, dont le récent vol des plans gouvernementaux, un fait qui augmentait immédiatement les inquiétudes du détective. Nick ne s'arrêta cependant pas à réfléchir davantage à l'affaire, ni à poser plus de questions à la sténographe. Il constata qu'elle ne pouvait rien lui dire de plus précis. Sans manifester d'intérêt particulier pour ce qu'il venait d'apprendre, il lui dit maintenant « Je souhaite voir M. Garland pour une affaire très importante. Demandez-lui de m'attendre s'il revient dans un moment. Je reviendrai dans quelques minutes. »« Je vais le faire, monsieur, » répondit la jeune femme. « Je pense que vous le trouverez ici. » Nick la remercia et se dirigea vers le couloir, où il trouva un employé qui le dirigea vers le bureau de Barston à l'étage supérieur. Alors qu'il se rapprochait de l'escalier pour monter, Nick aperçut Garland quittant l'ascenseur, revenant juste à son propre bureau. Il avait l'air émacié et mince, une ombre de lui-même, comme l'avait dit le sénateur Barclay. Son visage raffiné et bien dessiné, qui était aussi solide que celui du détective, sous bien des aspects, portait une expression d'anxiété accablante. Ses yeux brillaient anormalement, comme si la fièvre d'une détresse mentale prolongeait le consumé. Nick l'observa un instant, puis monta à l'étage de Barstow. Là, après s'être un peu confié aux fonctionnaires du gouvernement, qu'il engagea à garder le secret, Nick obtint un spécimen de l'écriture de Lottie Trent. Il apprit également que Garland avait été envoyé chercher uniquement parce qu'on l'avait récemment vu parler avec la jeune femme dans les couloirs, ce qui avait donné lieu à l'espoir qu'il pourrait savoir ce qui expliquait maintenant son absence. Il avait cependant affirmé qu'il n'avait rien à voir avec elle. Nick retourna dans le couloir et compara l'écriture de la jeune femme avec celle de la lettre déchirée trouvée près de la scène du meurtre. D'un simple coup d'œil, car Nick était un excellent expert en écriture, il fut convaincu que Lottie Trent était bien l'auteur de la lettre. Il remit la lettre dans sa poche et retourna au bureau de Garland. « Il est revenu peu de temps après votre départ, » remarqua la sténographe en levant les yeux et en souriant. « Vous le trouverez dans son bureau privé. » Nick entra sans frapper. Garland était assis à un grand bureau à dessus roulé. Il tourna sa chaise pivotante et fixa le détective d'un regard perçant. « Ah, vous êtes le gentleman qui a appelé pendant mon absence, » dit-il brusquement. « Asseyez-vous. Que puis-je faire pour vous ? Mon employé m'a dit que vous parliez d'une affaire importante. »« C'est très important, » répondit Nick en tirant une chaise. « À propos de quoi ? Je ne me souviens pas de vous avoir rencontré. »«
Mon nom est Parson, dit Nick en tournant le col de son gilet pour dévoiler l'emblème de son badge de détective. Je travaille au bureau des enquêtes secrètes. Un détective ? Oui, en quelque sorte. Mais pourquoi êtes-vous venu me voir ? Quelle est votre affaire ? Exigea Garland, scrutant Nick de manière plus insistante. Cela pourrait vous donner un indice, dit Nick, en dépliant la lettre collée et en la lui tendant. Garland la prit et l'examina curieusement un instant. Puis il la lut sans dire un mot, mais ses sourcils se froncèrent de plus en plus au-dessus de ses yeux fiévreux, levant les yeux avec une perplexité qui ne pouvait être ignorée. Il demanda un peu sèchement « Pourquoi est-elle collée de cette manière ? Cela ne me donne aucun indice sur votre affaire. Quel en est le sens ?» « Vous ne le savez pas ?» demanda Nick, bien qu'il en fût déjà convaincu. « Certainement pas. C'est du grec pour moi. Vous ne l'avez jamais vu avant ? Non, jamais. Reconnaissez-vous l'écriture ? Non, je n'ai aucune idée de qui l'a écrite. Pourquoi manque-t-il la signature ? Parce que je n'ai pas trouvé le fragment contenant la signature là où j'ai trouvé les autres, répondit Nick. Je sais cependant qui a écrit la lettre. Qui ? Une jeune fille nommée Lottie Trent. Lottie Trent ? Oh, par le tonnerre ! S'exclama Garland. Le froncement de son visage disparut en un éclair. Mon Dieu, cela pourrait bien aider à résoudre un mystère, monsieur Parson. Lottie Trent est disparue et on ne la retrouve pas. Je viens juste de parler avec son employeur et... Moi aussi, interrompit Nick. Il m'a dit que vous aviez souvent été vu en train de parler avec la jeune femme. Parler avec elle si sérieusement que... Arrêtez ! Les dents de Garland se saisirent avec un bruit sec. Et cela vous a amené à suspecter que cette lettre m'a été envoyée ? Je comprends maintenant pourquoi vous avez abordé la question de manière aussi discrète. Vous vouliez provoquer un signe de trahison de ma part. Sachez une chose, monsieur Parson, ici et maintenant, ajouta-t-il avec une véhémence menaçante, je ne sais rien de cette lettre, ni de Lottie Trent. Vous ne l'avez donc pas vue hier soir, dit Nick, implacable. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait. Et vous n'avez pas tenté de la rencontrer ? Certainement pas, répliqua Garland sèchement. Pourquoi voudrais-je tenter de la rencontrer ? Je n'aurais même pas su où la trouver. Cette fille n'est rien pour moi. Je sais aussi, monsieur Garland, où elle se trouvait hier soir vers 8h30, répondit Nick. À moins d'être gravement trompée, elle a été enlevée de force par 2 ou 3 hommes. Cela s'est produit juste avant le meurtre du prêtre. Meurtre ? Prêtre ? S'écria Garland, écarquillant les yeux. De quoi parlez-vous ? Que voulez-vous dire ? Je pense aussi, monsieur Garland, que cela a dû se passer avant votre arrivée dans le jardin derrière l'église et la cure de Saint-Laurent. Sinon, vous auriez peut-être pu empêcher l'enlèvement de Lottie Trent et le meurtre du père Cléry si vous étiez arrivé plus tôt. Stoppez un instant ! Garland se pencha en avant sur sa chaise. Il était désormais plus que pâle. La dernière trace de couleur avait disparu de ses joues, le laissant livide et tiré, avec des lèvres aussi grises que de la cendre. « Écoutez !» cria-t-il d'une voix étranglée. « Où voulez-vous en venir ? Que voulez-vous dire par le meurtre d'un prêtre et l'enlèvement de cette fille ? Vous êtes venu ici, monsieur Parson, dans le but de me faire tomber dans un piège. Vous êtes l'un de ces détectives infernaux à double jeu qui cherchent à poignarder un suspect par derrière au lieu de l'attaquer ouvertement. Pourquoi dites-vous que j'étais dans le jardin de l'église Saint-Laurent hier soir ? Pourquoi ? Seulement parce que vous y étiez, interrompit Nick. Je peux le dire dans vos yeux, dans votre visage décoloré. Cette lettre déchirée seule me convient que vous étiez là. Quelle en était la raison ? Pourquoi y étiez-vous allé ? Un démenti ne vous sera d'aucune utilité. Changez de cap, monsieur Garland, et confiez-vous à moi. Ce serait à votre avantage, comme cela l'a déjà été. Je ne suis pas un total inconnu pour vous, comme vous pouvez le voir. Nick ôta son déguisement d'un coup, mais l'effet immédiat sur son interlocuteur ne fut pas celui qu'il s'attendait. Un cri étouffé d'alarme s'échappa de la bouche de Garland, au lieu de la salutation cordiale que le détective avait anticipée, et le jeune homme sauta sur ses pieds pour se précipiter vers la porte, où il écouta attentivement pendant plusieurs secondes, aussi pâle et tremblant que si un shérif avec un mandat de mort l'attendait dans un bureau voisin. Nick dut admettre qu'il était quelque peu déconcerté. Il attendit sans dire un mot, jusqu'à ce que Garland se retourne et reprenne sa place. « J'ai oublié un instant que vous étiez déguisé, dit-il nerveusement, tout en saisissant et pressant chaleureusement les 2 mains du détective. « Mon Dieu, quelle scène je vous ai faite ! Mais cela va de soi, Nick, et vous le savez bien que je vous voue un véritable culte et que je suis ravi de vous voir. » Nick sourit un air étrange et secoua la tête. « Cela reste à voir, Garland, répondit-il. Que voulez-vous dire ? Je pourrais le croire dans d'autres circonstances. D'autres circonstances ? Lesquelles ? Vous n'étiez pas content de m'avoir reconnu. Vous étiez sérieusement alarmé.
Vous n'avez été soulagé que lorsque vous avez compris que j'étais entré dans ce bureau déguisé. Vous avez d'abord craint que quelqu'un ne m'ait vu et reconnu. Votre regard et votre comportement ne laissent place à aucune interprétation. Allez, que signifie tout cela? Quelle est la réponse? Garland hésita, se laissant retomber dans son fauteuil, le visage à nouveau pâle et inquiet, comme accablé par des craintes qu'il n'arrivait pas à surmonter. Il n'y a qu'une seule raison pour une telle peur, Garland. Des malfaiteurs vous ont piégé et vous ont averti de ne pas faire appel à moi pour obtenir de l'aide. Vous sentez que vous êtes absolument entre leurs mains. Sinon, vous auriez ignoré leurs menaces et leurs avertissements. Aucune autre déduction n'est valable. Ils ne sauraient tenir debout. Mon Dieu, s'écria Garland, d'une voix enrouée, nerveux, tremblant. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, Nick. Oh si, je sais, interrompit à nouveau Nick. Et je n'ai pas fini, Garland, loin de là. Écoutez-moi un instant. Mais il n'y a pas de mais, insista Nick avec insistance. Tenez-vous tranquille et écoutez ce que j'ai à dire. Le père Cléry, de l'église de Saint-Laurent, a été assassiné hier soir. Il a été poignardé à mort dans la cure. Lottie Trent, après lui avoir parlé et lui avoir confié quelque chose, a été enlevée par les brutes qui l'ont tué ensuite. Les deux crimes ont été commis pour empêcher toute divulgation de ce que la fille lui avait dit. Vous, Garland, savez de quoi il s'agit. Sur mon honneur, Carter, Attendez, coupa à nouveau Nick. J'ai des preuves suffisantes pour tout cela. Je suis l'affaire et je vais la fouiller jusqu'au fond. Vous, Garland, étiez près du lieu de ces deux crimes. Cette lettre, déchirée, écrite par Lottie Trent, me convainc de cela. Je peux aussi deviner maintenant avec quel objectif elle a été laissée là et avec quel dessein vous avez été attiré là-bas. Cette fille est la sœur de Larry Trent, actuellement en prison pour complicité avec Andy Barkett dans le vol récent de vos plans gouvernementaux. Maintenant, Garland, dites-moi la vérité, je n'accepterai rien d'autre, et rien d'autre ne pourra vous sauver. Je vous ai déjà sorti du pétrin une fois, je peux si nécessaire le refaire. Il n'y a pas de compromis possible pour vous. Je dois vous arrêter ou connaître toute la vérité. Allez, sortez tout. Que vous met Andy Margate sous le nez? Il n'y avait pas de résistance possible face à Nick Carter dans de telles conditions, et Garland semblait désormais en avoir conscience. Un air de soulagement était apparu sur son visage pâle, ce soulagement que ressent celui qui porte un terrible secret et voit la voie ouverte pour se confier à un autre. « Vous avez raison, Nick, » admit-il avec une détermination soudaine. « Je suis dans la situation exacte que vous suspectez. J'ai bien craint que vous n'ayez été vu en venant ici. Maintenant que vous êtes là, cependant, et que vous pouvez repartir déguisé, comme vous êtes entré, je vais prendre le risque et tout vous dire. En fait, j'ai été tenté de vous appeler malgré les menaces et les avertissements. Mon Dieu, combien j'ai désiré votre aide et vos conseils. Vous avez maintenant les deux, dit Nick. Allez-y, alors, et dites-moi toute la vérité. Vous ressemblez à une épave nerveuse. Je le suis, admit Garland. J'ai souffert les tortures de l'enfer depuis plus d'une semaine. Ne laissez rien de côté. Dites-moi toute l'histoire. Ça peut être dit en peu de mots, commença Garland. Il y a 9 jours, un homme inconnu m'a appelé au téléphone. Il m'a dit que j'allais recevoir un colis par courrier et que l'expéditeur insistait pour avoir un entretien personnel avec moi. On m'a averti de ne confier cela à personne et on m'a menacé de conséquences terribles si je le faisais. On m'a dit qu'une voiture arriverait au premier coin à l'est du Groenland, où je vis, précisément à 9 heures ce soir, et je devais y être pour y monter immédiatement, puis être conduit chez l'expéditeur du colis. On m'a plusieurs fois averti. Entendez-vous? Je comprends, intervint Nick. Pas besoin de parler des avertissements. Allez droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai attendu avec des appréhensions indescriptibles, Nick, le colis qui devait m'être envoyé, continua Garland. Il est arrivé 1 heure plus tard. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une photographie du portefeuille contenant les plans gouvernementaux dont j'ai été volé par Irma Valaska et le capitaine Gasper Dillon, dont vous avez si brillamment déjoué les sinistres projets. C'est ainsi, dit Nick, les sourcils froncés. Une photographie du portefeuille. Oui, il n'y a pas de doute. Pas le moindre. Elle montre le rabat du portefeuille, replié de manière à faire voir mon nom et mon adresse que j'avais écrit sur l'intérieur.
L'écriture est bien visible et correspond exactement à celle du portefeuille que je possède actuellement. Où est la photographie? Ici, dans mon coffre-fort, ainsi que le portefeuille. Je vais les chercher. Vous pourrez voir par vous-même. Attendez un instant, intervint Nick. Je les examinerai un peu plus tard. Continuez votre histoire. Qu'avez-vous fait après avoir reçu la photographie? Que pouvais-je faire? Demanda Garland nerveusement. Mes appréhensions se sont accrues, et elles ont été confirmées depuis. Je n'ai pas osé dévier des instructions qu'on m'avait données. Je n'en ai parlé à personne. J'ai verrouillé la photographie dans mon coffre-fort, et j'ai décidé de découvrir ce qui se cachait derrière un début aussi menaçant. Très bien, acquiesça Nick. Et quel a été le résultat? J'ai suivi les instructions qu'on m'avait données, poursuivit Garland. J'étais au coin mentionné à 9 heures précises ce soir-là. Une limousine s'est approchée. J'ai bien vu que le chauffeur était prêt à venir à toute vitesse si on le menaçait. Vous y êtes monté? Oui, elle ne s'est à peine arrêtée pour que je monte. Un homme masqué était assis dedans. Il m'a tout de suite assuré que je n'étais en aucun danger. Puis il a insisté pour me bander les yeux. J'ai accepté à contre-cœur, et il a tiré un capuchon noir sur ma tête. Je ne voyais alors plus rien, absolument rien, et je n'ai aucune idée de l'endroit où on m'a emmené. Où avez-vous abouti? Demanda Nick. Dans une maison ou un bâtiment dans lequel on m'a conduit, toujours les yeux bandés, dit Garland. Je ne sais pas où il se trouve. Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu la fermeture d'une lourde porte après être entré, et j'ai senti le mouvement descendant d'un ascenseur. Je me suis retrouvé dans une pièce éclairée un instant plus tard, et le capuchon a été retiré de ma tête. Et ensuite, 2 hommes masqués étaient à côté de moi. Un troisième était assis à une table. Dans un coin, il y avait un grand appareil photographique. L'homme à la table n'était pas masqué. C'était, comme vous le devinez probablement, Andy Margate. Oui, sans doute, dit Nick d'un ton sec. Eh bien, que s'est-il passé ensuite? Que voulait Margate de vous? Cela peut être résumé en quelques mots. Résumez-le alors. Margate possède des copies photographiques de tous les plans gouvernementaux volés il y a un mois. Ils ont été pris pendant la courte période où il avait en sa possession les plans. Ah, je vois, dit Nick. C'est en effet d'une affaire grave. Que compte faire Margate avec ces copies? Il menace de les vendre à des puissances étrangères, répondit Garland, en frissonnant. Imaginez ce que cela signifierait. Dieu merci. Cependant, il m'a offert une alternative. Ah? S'exclama à nouveau Nick, un peu sèchement. Quelle est l'alternative? Le privilège de les acheter moi-même. Avez-vous accepté? Que pouvais-je faire d'autre? Demanda Garland. Ma position est pire qu'il y a un mois. Si des copies photographiques des plans gouvernement sont entre les mains de ce scélérat, elles sont encore plus dangereuses que les originaux, qui pourraient être totalement modifiés si on savait qu'ils sont définitivement perdus. En revanche, les copies photographiques, en raison de leur incertitude, pourraient être utilisées dans des travaux de construction conformes au plan, ce qui aurait des conséquences désastreuses. Vous savez ce qui pourrait suivre si une guerre était déclarée et que nos ennemis possédaient des plans photographiques de nos défenses côtières? Oui, je sais tout cela, interrompit Nick. Mais cela, c'est pour un avenir lointain. Revenons au jeu qui se joue en ce moment. Avez-vous accepté d'acheter les photographies? Oui. À quel prix? 100 000 $ ont été demandés, dit Garland avec un gémissement. J'ai protesté en disant que c'était plus que je ne pouvais éventuellement rassembler. Cependant, Margate a appris que j'avais une fortune d'environ 60 000 $. Il a accepté de faire un compromis à 80 000, et on m'a donné 10 jours pour réunir les 20 000 manquants. Le scélérat infernal ne me laissera non seulement sans un sou, mais il m'entraînera aussi dans une dette énorme. Avez-vous réuni l'argent? Tout sauf 5 000, pour lesquels je pense pouvoir prendre des dispositions demain. Demain, reprit Nick. C'est votre dernier jour de grâce, n'est-ce pas? Oui, je dois revoir Margate demain soir. Où? Sous les mêmes conditions qu'auparavant. Et il s'attend à ce que vous lui remettiez l'argent? Oui, il a insisté, en fait, sur le fait qu'il ne me laisserait qu'une seule rencontre. Qu'il prendra immédiatement des mesures pour vendre les photographies à l'étranger si le prix n'était pas payé demain. Il m'a averti que je serais constamment surveillé et il a menacé de mettre fin à toute négociation avec moi si je confiais quoi que ce soit à qui que ce soit ou que si je demandais de l'aide à la police. Il vous a mentionné particulièrement et a menacé. Peu importe ce qu'il a menacé, intervint Nick, d'un air menaçant. Il aura de bonnes raisons de me menacer. Mais pensez à ma position, Nick, s'écria Garland désespéré. Je suis placé, je vois exactement où vous êtes placé, coupa Nick. Vous avez rendu toute cette affaire de scélérat suffisamment claire.
Mais moi, Garland, je propose maintenant de prendre part à l'affaire. Vous voulez dire, je veux dire que le prix sera payé, mais c'est Andy Margate qui devra le payer, déclara Nick d'un ton ferme. Je vais attraper ce rat, Garland, ou alors je jette ma vocation. Mais comment? Ne me demandez pas comment, interrompit Nick. Laissez-moi voir votre portefeuille et la photographie que vous avez reçue par courrier. Garland se hâta de les chercher dans son coffre-fort. Nick les examina attentivement, inspectant la photographie avec une lentille convexe puissante, particulièrement l'adresse mentionnée. Il constata clairement que la photographie était authentique, que l'écriture ne pouvait pas être aussi parfaitement imitée autrement, et il les rendit ensuite à son compagnon. « Refermez-les dans le coffre, ordonna-t-il. Maintenant, Garland, répondez à quelques questions. Pourquoi avez-vous récemment parlé avec Lottie Trent ?»« Pour une seule raison, Nick. Elle m'a plusieurs fois arrêté dans les couloirs ou dans les escaliers pour me supplier d'utiliser mon influence afin d'obtenir la grâce de son frère et le faire libérer de prison. Je lui ai dit que cela ne servirait à rien, mais elle a persisté. C'est une bonne fille, vous savez, honnête et industrieuse, sans aucune des caractéristiques de son frère. Il n'y a eu aucune occasion pour vos entrevues avec elle ? Absolument aucune. Êtes-vous allé à l'église Saint-Laurent hier soir ou dans ses environs ? Oui, admit Garland. Pourquoi ? J'ai reçu un appel téléphonique au Grayling vers 9 heures. J'ai reconnu la voix du même homme qui m'avait parlé de la photographie envoyée par courrier. Il m'a dit qu'il devait me voir et me donner rendez-vous derrière l'église Saint-Laurent. J'y suis allé et j'ai attendu jusqu'à minuit, mais il ne m'a pas rejoint. J'ai supposé que j'étais arrivé trop tard. Avez-vous eu des nouvelles de lui depuis ? Oui, ce matin, il a téléphoné pour dire qu'il n'avait pas pu me rencontrer et que je devais garder le rendez-vous prévu pour demain soir. Ce rendez-vous sera maintenu, dit Nick d'un ton sec. Pouvez-vous obtenir une ligne de New York avec ce téléphone ? Ajouta-t-il en jetant un coup d'œil à l'appareil sur le bureau de Garland. Oui, bien sûr. Faites-le. Je veux mon bureau commercial. Je vais faire en sorte que Chic et Patsy se joignent à moi ici demain, dit Nick, en parlant de ses deux assistants les plus fiables. Nous allons montrer à Andy Margate de quoi sont faits les bardeaux de bois, croyez-moi. Garland se hâta d'obéir, et Nick entra bientôt en communication avec Chick Carter, à qui il donna des instructions dont l'objet serait précisé plus tard. Maintenant, Garland, vous devez me laisser gérer cette affaire et suivre mes instructions à la lettre, dit-il après avoir parlé à Chick. Il ne doit y avoir aucun changement dans votre comportement et votre apparence. Je ne veux pas que notre rencontre soit suspectée, au cas où vous seriez surveillé, et vous devez vous comporter en conséquence. Je le ferai, assura Garland. Dieu sait, en fait, je ne vois pas comment sortir de cette situation. Je trouverai une solution, répondit Nick. Laissez-moi la clé de vos appartements au Grayling. Bien sûr, consentit Garland avec un air de surprise. Mais que comptez-vous faire ? Peu importe ce que je compte faire, intervint Nick, en remettant soigneusement son déguisement. À quelle heure arrivez-vous habituellement à vos appartements ? Après les heures de travail ? Oui, vers 5 heures. Très bien, dit Nick en se levant pour partir. Vous n'aurez pas besoin de la clé, Garland. Je serai là pour vous faire entrer. Chapitre 6. Comment Nick évaluait l'affaire. 10 heures du matin, le jour suivant, trouvèrent 3 personnes assises dans les appartements de Harold Garland au Grayling, Nick Carter et ses 2 assistants, Chick Carter et Patsy Garvan. Le meurtre du père Cleary était sur toutes les lèvres. Les journaux de tout le pays décrivaient le crime choquant sous des titres en lettres énormes. Il avait aussi filtré, bien que Nick ne l'ait pas révélé, que Lottie Trent avait été enlevée par les assassins et qu'elle était d'une manière ou d'une autre impliquée dans le crime. Les 1000 langues des rumeurs n'avaient jamais été aussi actives. Des conjectures de toutes sortes étaient dans l'air, associées au nom de la jeune fille disparue. Dans les cercles où il était bien connu et où son apparence, récemment changée, avait été remarquée. On retrouvait celui de Harold Garland et beaucoup commençaient déjà à murmurer des soupçons selon lesquels il savait plus qu'il ne voulait en dire. Ces insinuations avaient trouvé un élan supplémentaire du fait que plusieurs journaux décrivaient un homme qui avait été aperçu près du lieu du double crime et dont les actions, selon plusieurs témoins, étaient suffisamment suspectes pour justifier des doutes. Cependant, son identité n'avait pas encore été découverte par les journaux, et ainsi en étaient les choses à 10 heures du matin, le 2e jour suivant le meurtre. Parbleu, c'était une bien mauvaise affaire, une affaire vraiment terrible, remarqua gravement Chick Carter, après que Nick eut décrit l'affaire en détail à ses 2 assistants.
Les deux hommes étaient arrivés déguisés ce matin-là au grilling, conformément aux instructions que Nick avait données par téléphone. Et ils avaient été logés dans des appartements au même étage que celui de Garland. « Assez mauvaise, Chic, mais pas aussi mauvaise qu'elle pourrait l'être, » répondit Nick. « Je n'ai donné que l'effet superficiel, pas ce que j'ai décelé sous la surface. » L'affaire a des aspects positifs alors, décidément. Comment cela ? Je soupçonne pour commencer que le plan de Margate était au départ un bluff colossal. Je ne crois pas qu'il ait, ni qu'il ait jamais eu, des copies photographiques des plans du gouvernement. « Grand Dieu !» s'écria Patsy, stupéfait. « Il doit vraiment avoir du cran, le chef, dans ce cas. »« La preuve du pudding, c'est de le manger, » répondit Nick. Que ce soit un grand bluff ou non, le scélérat était sur le point de s'en tirer. Il a amené Garland au point où il allait payer la somme demandée. « Vous pensez donc qu'il s'agit de chantage, dit Chick ? Je le pense. »« Mais la photographie du portefeuille, il a certainement dû la prendre, » argumenta Chick. « Très juste, admit Nick. Cependant, c'est une petite photographie, et elle a pu être prise avec un simple Kodak. Margate a peut-être eu un appareil de ce genre. C'est un type astucieux et prévoyant. Il a peut-être anticipé que ses premiers plans pourraient échouer, et qu'il pourrait peut-être mettre en œuvre celui que je soupçonne maintenant. En ayant cela en tête, il a pu prendre une photographie du portefeuille. Une photographie d'un grand plan gouvernemental avec un appareil de ce genre, cependant, n'aura été d'aucune utilité. C'est tout à fait vrai, admit Chick. Gardez à l'esprit maintenant que Margate a eu les plans bien moins de 24 heures après les avoir volés à Dillon, continua Nick. Il n'est pas raisonnable de supposer qu'il aurait immédiatement pensé à les faire photographier, ni qu'il ait été équipé de tout le nécessaire pour cela. C'est encore vrai, Nick, pour ce qui est de ce détail. Nous pouvons aussi supposer, en toute sécurité, qu'il n'aurait pas osé engager un photographe pour faire les négatifs. La nature des plans l'en interdisait. De plus, il y a une chance sur 100, comme je l'ai dit, qu'il n'ait pas été équipé d'un appareil suffisamment grand pour faire des photographies des plans, même s'il a pu prendre celle du portefeuille. « Oh, c'est vrai aussi, chef !» intervint Patsy, qui écoutait attentivement. « Ce n'était pas dans le berceau où nous avons retrouvé les plans, sinon nous l'aurions vu. Chick et moi avons fouillé l'endroit de fond en comble. En plus, les photographies devaient avoir été prises en plein jour, et Margate n'a eu les plans qu'une seule matinée, quand on y pense. Nous avons capturé toute la bande, vous vous rappelez, peu après midi. »« Ce sont ces points précis, Patsy, sur lesquels je base mes soupçons, » répondit Nick. « Cependant, dans une affaire aussi sérieuse que celle-ci, il ne faut pas se contenter de soupçons. En plus de récupérer les photographies, si Margate les a vraiment, nous devons mettre ce cheval de course là où il mérite d'être. »« Garland n'a-t-il pas vu les photographies lors de son entretien avec Margate ?» demanda Chick. Il a vu un tas de photographies et de plans sur une table, mais il était tellement perturbé par la situation menaçante qu'il ne les a pas examinés, prenant pour acquis qu'elles étaient ce que Margate avait dit. « Quel imbécile alors !» dit Chick d'un ton sec. « Je soupçonne que le scélérat ne lui aurait pas permis de les examiner, au cas où mes soupçons seraient justifiés, dit Nick. Je soupçonne aussi que le grand appareil photo que Garland a vu dans la pièce n'a été apporté là que pour donner du poids aux affirmations de Margate. »« Parbleu, chef ! Si on pouvait découvrir où il l'a eu !»« C'est précisément cela, Patsy, » interrompit Nick. « Il l'a peut-être acheté dans un magasin ou loué à un photographe. Vous devez commencer ce matin à suivre cette piste. »« J'ai compris. Vous pourrez peut-être découvrir de qui il a obtenu l'appareil photo et où il a été livré. Garland a déclaré que l'appareil était trop grand pour être emporté à la main. Il a pu être envoyé par express ou emporté dans une voiture par le scélérat lui-même. Suivez la piste, si possible, là où elle mène. » « Faites-moi confiance pour ça, chef, » répondit Patsy avec insistance. « En attendant, Chick, vous devez voir le frère de Lottie Trent en prison et lui demander si la fille connaît Margate et, si possible, où il a vécu depuis qu'il nous a échappé il y a un mois. Si vous expliquez à Larry Trent ce qui est arrivé à sa sœur et ce dont Margate est coupable, je pense qu'il vous dira tout ce qu'il sait sur ce scélérat. »« C'est très probable, » acquiesça Chick. « Vous n'avez aucun doute, je suppose, que Margate est l'homme qui a tué le prêtre. »« Pas le moindre, » répondit Nick avec confiance. « Mais pourquoi ? Parce que, à moins que je ne me trompe gravement, Lottie Trent est amie avec Margate depuis quelque temps, sans connaître son vrai nom et son caractère, ni quoi que ce soit de ses relations avec son frère criminel, » expliqua Nick. « Je pense qu'elle a découvert d'une manière ou d'une autre que Margate complotait avec des complices contre Garland, et qu'elle est allée voir le père Cléry et lui a confié cela. Confié quoi ? Un fait sur lequel repose toute l'affaire et qui confirme davantage mes soupçons. Lequel ? Le fait que Margate ne cherche qu'à faire chanter Garland et qu'il n'a pas la moindre photographie des plans du gouvernement. Mais pourquoi n'a-t-elle pas informé Garland lui-même dans ce cas, au lieu de confier cela à un prêtre ?
Elle n'a peut-être pas eu l'opportunité, expliqua Nick. Elle a peut-être fait cette découverte ce soir-là même. Elle a peut-être été menacée par Margate et d'autres complices impliqués dans le complot. Je vois, acquiesça Chick. Elle aurait pu trouver une excuse plausible pour rendre visite au prêtre, peut-être, et tenter sa chance pour sauver Garland en faisant cela, continua Nick. Cela correspond à ses récentes démarches auprès de lui, et elle aurait été désireuse de lui rendre ce service. Elle est allée exposer toute l'affaire au père Cléry, je pense, et a probablement été vue et suivie par Margate et ses complices. Ils ont ensuite tué le prêtre et enlevé la fille, pour que rien ne les empêche d'obtenir l'argent qu'ils attendaient de Garland. Mais comment expliquer la lettre écrite par la fille? Elle a été poussée à l'écrire. Quand? Ce soir-là même, Chick, après que Margate ait appris qu'il était au courant de son jeu, continua Nick pour expliquer. Elle ne savait probablement pas qu'il avait découvert la vérité et qu'il soupçonnait qu'elle pourrait l'exposer. Je vois. Il a donc préparé le terrain pour incriminer davantage Garland, bien décidé à lui soutirer cet argent. Il a bandé sa main, prétendant l'avoir foulée, et a fait écrire la lettre à la fille, qui pensait qu'elle l'écrivait pour lui. C'est assez évident, bien sûr. Lottie Trent a probablement consenti, sans penser au nom de Garland, sous lequel la lettre a été adressée, ni à la signification de la lettre. Margate ne lui a pas demandé de la signer, bien sûr, ce qui explique pourquoi quelques fragments du bas de la feuille n'ont pas pu être retrouvés là où j'ai trouvé les autres, expliqua Nick. Je vois ce que vous voulez dire, dit Chick pensivement. Vous avez peut-être raison. Cela est confirmé par un autre indice. Quel est-il? Le bandage que j'ai trouvé sur la véranda du presbytère, répondit Nick. Il ne portait aucune trace d'avoir été enroulé autour d'une blessure ou d'une entorse. Pourtant, il avait clairement été enroulé autour de la main gauche d'un homme. Et vous en déduisez quoi? Quelque chose de très suggestif, répondit Nick en souriant. Je sais que Andy Margate est gaucher. Par tous les diables! C'est d'autant plus significatif, s'exclama Chick. Vous vous en êtes souvenu lors de vos investigations? Non, pas avant de parler au sénateur Barclay et d'apprendre ce que Garland avait fait. Vous suspectez donc que la fille a été entendue en train de se confier au prêtre? Exactement. Et qu'elle a été enlevée après avoir quitté le presbytère? Et que le prêtre a ensuite été tué? Précisément. Et que Garland a été ensuite attiré dans ce lieu, et cette lettre déchirée jetée dans les terrains opposés, afin de l'incriminer de manière apparente, au point qu'il serait totalement à la merci de ces scélérats. C'est ma théorie, Chick. Et je parie qu'elle est très proche de la vérité, acquiesça Nick. Ça alors, mon argent va avec le vôtre, chef, dit Patsy. J'aimerais pouvoir parier vraiment, au lieu de juste faire un pari mental. Je pense que vous gagnerez, répondit Nick d'un ton un peu sec. Chick se redressa dans son fauteuil. Avez-vous confié tous ces points à Garland? Demanda-t-il brusquement. Bien sûr que non, répondit Nick. Je ne prends aucun risque qu'un sentiment de soulagement ne trahisse, si jamais il est surveillé, le plan que j'ai actuellement en tête. Je pensais bien que vous aviez quelque chose en tête, sourit Chick. Quel est votre plan? Nick sortit un cigare de sa poche et l'alluma avant de répondre. Je vais vous le dire, dit-il assez sérieusement. Garland m'a rejoint ici hier après-midi. Tard. J'étais déguisé. Supposant que la maison pourrait être surveillée, ce que je n'ai pas pris la peine de vérifier, sachant que cela aurait pu être impossible. C'est fort probable. J'ai parlé avec Garland pendant une demi-heure, juste pour lui donner mes instructions. Je l'ai ensuite envoyé dehors, vêtu de mes vêtements et de mon déguisement, et il a occupé mes appartements au Willard cette nuit-là. Il doit y rester, jusqu'à ce que j'ai réglé cette affaire. Je suis resté ici à sa place, ainsi que dans les vêtements qui lui appartiennent. Vous avez sûrement remarqué, d'ailleurs, que je porte un nouveau costume et que ma valise est là, dans le coin. Oui, j'ai remarqué les deux, rit Chick. Mais quel est votre plan? Un plan très simple. Bien qu'il offre de nombreuses possibilités, répondit Nick. Garland a un dernier rendez-vous ce soir avec Andy Margate. Il doit être rencontré comme avant, puis emmené dans le quartier actuel de ce scélérat, où il est sans doute installé avec ses complices pour cette affaire. On s'attend à ce qu'il remette 80 000 $ en échange des photographies supposées. Mais il ne fera rien de tout ça. Vous comptez, Garland a à peu près ma taille et ma carrure, coupa Nick. Ses traits ressemblent aux miens. Il ne me faudra pas beaucoup de travail artistique avec des peintures et des poudres pour me transformer en une image de lui qui passera sans problème sous des conditions normales. Et vous... Je veux dire que Garland ne tiendra pas le rendez-vous, répondit Nick d'un ton menaçant. Il doit venir ici ce soir déguisé, mais uniquement pour me servir de modèle. Ensuite, il retournera au Willard. Moi, j'irai à sa place.
pour rencontrer Andy Margate. Chapitre 7. L'aventure de Nick Carter. Le projet de Nick Carter était audacieux, même s'il était lancé contre des malfaiteurs de calibre ordinaire. Contre un scélérat aussi sans loi, déterminé et désespéré que Andy Margate, qui, si les déductions et soupçons de Nick étaient corrects, n'avait pas hésité un instant à tuer un prêtre et à enlever une fille pour empêcher la perversion de ses plans fourbes. Contre un homme de ce type, un tel projet était d'autant plus audacieux et périlleux. Nick Carter comprenait dès le départ qu'il porterait sa vie dans ses mains. Il savait aussi qu'il serait absolument rien de tenter de poursuivre l'homme et la voiture décrite par Garland. Qu'il se protégerait contre toute tentative de ce genre était non seulement évident pour Nick, mais il raisonna aussi qu'une telle tentative serait certainement détectée et ne ferait que perturber ses propres projets plus prometteurs. Il préférait donc prendre son propre risque et compter sur le travail supplémentaire que Chick Carter et Patsy allaient accomplir. Peu avant 8 heures ce soir, un homme grand, vêtu de noir, portant des lunettes à monture en or et une barbe pointue, sortit du grailing comme s'il était un résident de la maison, et s'éloigna tranquillement le long de Vermont Avenue. Cet homme était Harold Garland, portant les vêtements et le déguisement du détective, les mêmes que ceux portés par Nick lorsqu'il avait visité le bureau de l'ingénieur gouvernemental la veille. Près d'une heure plus tard, ou vers 9 heures, la lumière dans l'appartement de Garland s'éteignit soudainement. Moins d'une demi-minute plus tard, portant un chapeau souple, un long manteau en drap et un costume de laine à carreaux, exactement les mêmes vêtements que Garland lorsqu'il avait rendu visite à Margate, Nick Carter sortit de l'immeuble et se dirigea vers le premier coin à l'est. Un homme qui tournait le coin, juste au moment où Nick s'en approchait, le regarda attentivement, puis sourit et s'inclina. « Bonsoir, Garland, dit-il familièrement. « Ah, bonsoir, répondit Nick de façon joyeuse. Je pensais bien vous avoir reconnu. Une nuit brumeuse, celle-ci. Oui, tout à fait, dit le détective. Ils se croisèrent alors, à peine 2 pieds de distance, et dans l'éclat brillant d'un lampadaire voisin, Nick s'arrêta au coin. Parbleu, c'est assez encourageant, se dit-il. Cet homme est manifestement bien connu de Garland. Il était certain de m'avoir reconnu. Il m'a vu clairement, aussi, dans l'éclat brillant de ce lampadaire. J'ai aussi réussi à passer avec ma voix. Ayant fait cela dans ces conditions, je devrais réussir à tromper Margate. Oui, en effet, c'est encourageant. Nick avait raison de se féliciter, car avec une habileté consommée et une application artistique de peinture et de poudre, il s'était transformé en une imitation presque parfaite de l'homme qu'il visait à imiter. C'était, comme l'indiquait la remarque de l'inconnu, une nuit idéale pour une telle entreprise. Une brume flottait comme un suaire gris dans l'air calme de la nuit. Elle obscurcissait presque toutes les étoiles, à l'exception des plus brillantes. Une lune à moitié remplie brillait à peine à travers elle, entourée d'un grand cercle, comme un halo autour de la tête d'un saint. C'était en effet une nuit humide, froide et désagréable de novembre. Nick regarda en haut et en bas de l'avenue et dans la rue adjacente. Cette dernière était moins bien éclairée. Les phares de voitures étaient visibles dans chaque direction de l'avenue. Ils allaient et venaient, beaucoup d'entre eux passant devant lui, mais aucun ne montrait de signe de s'arrêter pour le prendre. Soudain, une horloge dans une église voisine se mit à sonner l'heure. 9 heures. Nick compta l'écoulant de la cloche, tombant avec des résonances sonores sur l'air nocturne. Il lui rappelait l'église et le presbytère qu'il avait visités le matin précédent. Nick pensa à l'expression pâle et tournée du prêtre tué, retrouvé mort sur le sol de sa bibliothèque. Il pensa à la fille disparue et se demanda ce qui lui était arrivé. Ses traits se durcirent sous ses pensées. Ses yeux prenaient un éclat plus menaçant et scintillant. Il était d'humeur à affronter le danger pour la justice et à infliger une juste punition aux misérables coupables de ses crimes. Un soudain éclat de lumière traversa l'avenue, à un bloc de là. Une limousine tourna rapidement au coin et se dirigea vers le grailing. Mais elle ne s'arrêta pas. Ses phares vus à travers la brume grise ressemblaient aux yeux brillants d'un monstre étrange. « Parbleu, voici mon homme, pensa Nick. Il est passé près du grailing pour voir si les chambres de Garland sont éclairées. Je vais remonter mon col pour compenser la lumière vive de cet éclairage électrique. » Nick fit ainsi, puis commença à penser qu'il s'était peut-être trompé. La limousine, se déplaçant rapidement, se dirigeait vers le côté opposé de l'avenue. Soudain, elle fit un virage rapide et se dirigea directement vers le trottoir où se tenait le détective. La porte s'ouvrit en grand et un homme lança sa tête hors du véhicule. « Monte !» cria-t-il vivement. « Vite !»
Nick se précipita dans la voiture et s'affaissa sur le siège. La porte se referma avec un bruit sourd derrière lui. « Faites-la démarrer, Jimmy !» cria son compagnon. La voiture ne s'était pas arrêtée, en effet, et elle filait maintenant rapidement à travers la rue adjacente. Le compagnon de Nick se leva et regarda intensément par la fenêtre arrière jusqu'à ce que plus de 100 mètres soient couverts. Toute voiture ou moto en poursuite aurait été clairement visible pour lui. Il n'y en avait aucune. Et la limousine tourna à nouveau, se dirigeant vers Florida Avenue. L'homme s'assit et se pencha par la fenêtre ouverte de son côté de la voiture, celle de Nick étant fermée. « Tu es bien loin, Jimmy » appela-t-il au conducteur. « Il ne se passe rien ? Accélère un peu. » Nick avait vite remarqué que cet homme n'était pas masqué, comme lorsque Garland l'avait accompagné. Dès qu'il eut un bon aperçu de son visage mince et sombre, Nick le reconnut instantanément. Il l'avait arrêté à New York plus d'1 an auparavant. Bartholomew Lombard, mieux connu sous le nom de Batty Lombard, se dit-il, le rat que j'ai pris pour avoir volé un diamant chez Tiffany's. Je suis certainement dans la bonne direction pour le moment. Du moins, je me demande quel autre tolard conduit la voiture. Nick ne voyait que l'arrière de sa tête et ses larges épaules, son bonnet en laine et son manteau épais, avec le col remonté jusqu'à ses oreilles. « De quoi as-tu peur » demanda Nick, lorsque l'homme se tourna et s'installa à côté de lui. Lombard jeta un coup d'œil perçant sur lui. « Tu ne devines pas » répondit-il, d'un ton grognon. « Je suppose que tu penses que j'ai prévenu la police et que tu risques d'être suivi, dit Nick. « C'est bien ça, acquiesça Lombard. Je me protège contre ça, t'inquiète. »« Eh bien, ce n'est pas ma méthode, répondit Nick, imitant habilement la voix de Garland tout au long de la conversation. Moi, je fais toujours ce que j'ai dit que je ferais. »« C'est bien ça, demanda Lombard avec un grognement. Eh bien, tu dois avoir un petit quelque chose sur la plupart des hommes, alors. Es-tu le même homme qui m'a rencontré avant ? Tu ne vois pas ? Comment puis-je savoir ? Il portait un masque. Lombard éclata d'un rire étrange, avec une lueur espiègle dans ses yeux étroits. Il sortit un sac noir de sa poche, répondant d'un ton un peu sec. « Je suis le même type, et voici le même bandage que tu portais. Si ça ne te dérange pas, monsieur Garland, je vais te le mettre sur la tête comme avant. » « Ce n'est pas du tout la même chose, mais je suppose que je dois l'accepter, » protesta Nick. « L'accepter, c'est bien ça, » dit Lombard en se levant. « Je dois me protéger contre le fait que tu nous fasses une entourloupe. La sécurité d'abord, tu sais. Si tu avais l'usage de tes lampes, tu pourrais nous jouer un tour pour nous mettre dans de beaux draps à un moment donné. »« Un tour aussi scélérat que celui que vous me jouez, peut-être, » répliqua Nick. « Pas mal, ça, » répondit Lombard. « On te mène en douceur. » Certains types te videraient de tout ton fric. Tu as sacrément de la chance, monsieur Garland. Ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. On va au même endroit qu'avant ? C'est ça. Pourquoi ? Ça suffit maintenant, interrompit Lombard. Il y aura bien assez de temps pour parler quand tu seras arrivé. Assis-toi et tais-toi. Le scélérat avait tiré le sac noir sur la tête de Nick pendant qu'il parlait. Et Nick dut se conformer à sa dernière instruction. Il s'affaissa dans un coin rembourré et se tut. Bien que suffisamment d'air passât par le bas pour qu'il puisse respirer librement, le sac noir épais le rendait complètement aveugle. C'était comme être enveloppé dans une obscurité stygienne, et Nick se concentra pour essayer de déterminer le trajet que la limousine empruntait. Cela aussi s'avéra totalement inutile. Il décida vite que de nombreux virages étaient délibérément pris et qu'ils ne se dirigeaient pas directement vers leur destination. Pendant près d'une demi-heure, autant qu'il put en juger, la voiture continua sa route sans qu'aucun mot ne vînt de son compagnon. Nick ressentit alors par la fenêtre ouverte un air plus humide et plus froid, comme s'il venait du Potomac. Les bruits variés de la ville étaient désormais loin derrière. Seul le bruit lointain et occasionnel d'un gond de tramway parvenait à ses oreilles attentives. La route était devenue plus accidentée. Il savait qu'il passait par l'un des faubourgs moins densément peuplés. La voiture tourna brusquement, et Nick sentit qu'elle entrait dans une zone fermée de quelque sorte. Soudain, elle s'arrêta, et il entendit le conducteur sauter au sol. Lombard ouvrit la porte et saisit le poignet du détective. « Reste calme, maintenant, et garde ta bouche fermée, » dit-il d'un ton grognant. « Descends de la voiture, je vais te guider. » Nick obéit sans répondre. Il chercha son chemin hors de la voiture, puis la main du conducteur agrippa son autre bras. Il sentit le gravier craquer sous ses pieds, puis la marche d'une porte. Les trois hommes marchèrent sur du bois nu,
et Nick sentit qu'il entrait dans un bâtiment et se trouvait dans un couloir de taille considérable, ce qu'il déduisit du bruit de leurs pas sur le sol. Nick n'avait fait que quelques pas. Cependant, lorsqu'il sentit les deux hommes le pousser à travers une autre porte, leurs mains quittèrent ses bras, il entendit le bruit d'une porte qui se fermait derrière lui, puis se retrouva seul et dans un silence soudain. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» se demanda-t-il, se souvenant de ce que Garland lui avait raconté de ses propres expériences. « Ce n'est pas tout à fait ce qu'il m'avait dit. C'est scélérat. » Nick retint sa respiration un instant. Le sol sur lequel il se trouvait était en train de descendre. « Un ascenseur, se dit-il. Garland a parlé d'un ascenseur et qu'il avait été emmené dans la pièce où il avait rencontré Margate. Cela doit être le même endroit. » Le sol en descente s'arrêta en quelques secondes, si doucement que Nick en conclut correctement que c'était l'électricité qui était la source d'énergie. Il tendit les bras dans toutes les directions, ne touchant que 4 murs nus. « Parbleu, je vais découvrir dans quel genre de boîte je suis, se dit-il brusquement. Je ne vais pas attendre que ces rats se montrent. Nick retira le sac noir et se retrouva toujours dans une obscurité totale. Il ne pouvait discerner la moindre lueur de lumière dans aucune direction. Il attendit quelques secondes, pensant qu'il pourrait être libéré de ces quartiers étouffants, mais aucun bruit ne brisa le silence de tombe. Décidant de ne pas utiliser sa lampe de poche, de peur qu'elle le trahisse s'il était observé secrètement, Nick fouilla dans sa poche et en sortit une allumette qu'il alluma. La flamme révéla 4 murs nus en bois, un plafond et un sol fait du même matériau, l'ensemble formant une structure de type boîte d'environ 5 pieds carrés, autant qu'il pouvait en juger d'après la brève lumière vacillante de l'allumette. Il n'y avait aucun moyen de sortir de l'intérieur. « Une boîte, c'est bien ça, parbleu, se dit-il, avec des soupçons croissants. Je suis peut-être dans une boîte bien plus serrée que je ne l'avais imaginé dès le départ. Peut-être que ces scélérats soupçonnent déjà... » Un bruit métallique soudain coupa net les pensées de Nick. Un panneau dans l'un des murs s'ouvrit en un éclair, glissant rapidement sur le côté. Il révéla une fenêtre d'environ 1 pied carré, située à près de 6 pieds du sol. Par cette fenêtre, une lumière électrique éclatante pénétra, provenant d'un couloir dont seule une petite partie pouvait être vue par le détective. L'attention de Nick fut instantanément attirée par quelque chose de plus menaçant. La tête et le visage d'un homme qui regardait par l'ouverture lumineuse. C'était la tête et le visage de Andy Margate. Chapitre 8. Coincé dans une boîte. Nick fixa un instant sans parler le visage du scélérat qui le regardait à travers la fenêtre, portant une expression que le détective n'appréciait guère. Un mélange de malice, de haine implacable et de joie vicieuse se lisait dans chaque trait du visage pâle et dur de Margate. Ses yeux brillaient d'une lueur aussi froide et meurtrière que celle d'une lame de fer. Ses lèvres minces et cruelles étaient tirées comme celles d'un chien prêt à mordre. « Tu es toujours là ?»« Hein ?» lança-t-il, brisant le silence momentané. Nick le scruta attentivement, suspectant la vérité, mais restant fidèle au rôle qu'il avait décidé de jouer. « Oui, comme convenu, » répondit-il sèchement. « Laisse-moi sortir. Pourquoi me gardes-tu ici ?»« Pas à l'aise ?»« Non, c'est étouffant et confiné. »« Ce n'est pas aussi clos et étouffant qu'une boîte où tu pourrais finir, » rétorqua Margate avec un sourire malveillant. « Tu n'y as pas pensé à ça ?»« Je ne pense pas dans ce sens, » répondit Nick. « Allez, allez, monsieur Margate, laissez-moi sortir. »« Pas encore, » ricana le scélérat. « Je veux parler avec toi. As-tu apporté l'argent comme convenu ?»« Nous en discuterons dans la pièce où nous avons parlé la dernière fois, » dit Nick. « Je refuse d'en parler, ou de parler de quoi que ce soit, tant que tu me gardes ici. »« C'est ainsi. » railla Margate. « Écoute bien alors. Quand tu en sortiras, tu iras dans un endroit bien pire. »« Que veux-tu dire par là ? » ?»« Tu ne devines pas ? Attends, garde tes mains devant toi. » Dick s'était discrètement dirigé vers sa poche de hanche. La voix moqueuse de Margate avait pris un ton plus féroce et menaçant. Sa main droite apparut soudainement à la fenêtre éclairée, et un revolver fut braqué, pointé sur la poitrine du détective. « Ne tente pas de sortir une arme, Carter, ou tu seras mort sur le champ, menaça-t-il sévèrement. « Ah !» s'écria Nick, abandonnant toute feinte. « Tu me connais donc ?»« Bien sûr que je te connais, rallia Margate avec une dureté vicieuse. J'ai toutes les raisons de te connaître. Je t'ai vu venir depuis le début, et maintenant je t'ai là où je veux. Tu vas payer le prix de ce que tu m'as fait il y a un mois. »« Je vois, dit Nick d'un ton calme, malgré la situation menaçante.
Tu es vraiment un type très malin, Margate, après tout. Assez malin pour te prendre le meilleur. Il semble que ce soit le cas, acquiesça Nick, déterminé à savoir ce que le scélérat savait de ses actions. Je ne pensais pas que tu étais aussi perspicace. Tu me rends curieux. Je ferais bien plus que ça, Carter, gronda l'autre. Curieux de quoi? Comment as-tu découvert mon identité? Je pensais avoir parfaitement couvert mes traces. Ah bon? Sinon, Marguerite, je ne serais pas dans cette boîte, dit Nick. Tu peux en être sûr. Ça semble un pari sûr, admit Marguerite avec un sourire narquois. Tu n'es pas aussi rusé que tu le penses, Carter. Tu crois vraiment que je n'ai pas vérifié que Garland t'avait bien envoyé? Il ne m'a pas envoyé, répondit Nick négligemment, espérant le pousser à en dire plus. Je sais qu'il ne l'a pas fait, mais c'est le sénateur Barclay qui l'a fait. Ah? Bientôt, je les aurai tous les deux là où je veux, comme je t'ai, ajouta Marguerite, triomphant. Admettons cela, ce qui semble maintenant assez probable. Je ne vois pas comment tu as découvert que le sénateur Barclay m'a envoyé, dit Nick, faisant semblant d'être simplement perplexe et n'ayant aucun dessein caché. Tu ne vois pas? Ricana Marguerite, manifestement ravie de parler de sa propre ruse. Je vais te dire comment. Eh bien, je t'écoute. J'ai envoyé un homme surveiller ta résidence à New York. Ah, je savais que si un détective était engagé, ce serait toi. Je vois. Et on t'a vu quand tu es parti de chez toi seul avec une valise et que tu as pris le train pour Washington, continua Marguerite en ricanant. On t'a suivi quand tu es arrivé au Willard, on t'a observé toute la journée d'hier, on t'a vu avec Fallon, l'infâme détective, te mêler à une histoire dont il aurait mieux fait de te tenir éloigné. On t'a vu partir déguisé pour aller au bureau de Garland, puis après dans ses chambres au Grelling, où il t'a rejoint vers 5 heures. On t'a vu partir et revenir au Willard, où tu es resté jusque ce soir, quand tu es allé à nouveau dans ses chambres et que tu t'es préparé pour me jouer ce tour. Le visage de Nick Carter ne montra aucun signe de satisfaction, bien qu'il se sente en réalité très satisfait. Il était évident pour lui que Marguerite avait fait une erreur et avait été trompée, malgré ses précautions. Il avait manifestement, ou l'un de ses complices, observé Garland sous les traits du détective, et aucun d'eux ne soupçonnait la ruse que Nick avait adoptée. Il était donc parfaitement clair que la présence de Chick et Patsy à Washington n'était pas suspectée, et aucun geste n'avait été fait par les scélérats pour se protéger contre ce qu'ils pouvaient accomplir. Nick se sentait désormais raisonnablement sûr que l'un ou l'autre d'entre eux réussirait à accomplir ce qu'il avait planifié. Sa propre situation ne lui paraissait plus aussi sombre qu'auparavant, et il était prêt à l'affronter telle qu'elle se présentait. Cependant, la situation prit un tournant plus menaçant, plutôt que prévu. Voyant Nick apparemment déconcerté par ce qu'il venait d'entendre, Marguerite éclata de rire avec exubérance et ajouta rapidement. « Mais tu ne me jouerais aucun tour, Carter, crois-moi. C'est à moi de prendre le dessus maintenant. J'ai encore Garland là où je veux, tout comme toi. Les journaux m'ont tout dit de ce que tu as révélé. Je me chargerai de Garland plus tard et je m'occuperai de toi immédiatement. » « Ne te précipite pas, Marguerite, répliqua Nick d'un ton calme. Je ne suis pas pressé. Mais moi je le suis, gronda le misérable. J'ai hâte de me venger, de te faire payer pour ce que tu m'as fait, de te voir mort à mes pieds. Ça ne sera pas long, Carter, pas long. Tu vas payer le prix. Crois-moi, tu vas payer le prix. Le visage menaçant disparut aussi vite qu'il était apparu avec ces derniers mots. Le panneau se referma brusquement avec un clic sec et menaçant. Nick Carter se retrouva à nouveau dans une obscurité totale. Il se précipita vers le mur opposé et écouta attentivement à travers le panneau fermé. Il pouvait maintenant entendre la voix de Marguerite dans le couloir adjacent, suivie de réponses. Les paroles étaient trop claires sur le sort que les scélérats lui réservaient. « Plus vite ce sera faire !»« Plus vite ce sera faire, Batty !»« Mieux ce sera !» disait Marguerite d'une voix ferme. « Nous attendrons seulement que Nell arrive. Je veux qu'elle soit là quand nous lui éteindrons la lumière. C'est la seule manière de l'empêcher de tout dévoiler, ou à quelqu'un d'autre. Mettez-les dans le même sac que vous, ainsi ils ne parleront jamais. »« C'est ça, Andy, » répondit une voix que Nick reconnut comme celle du chauffeur trapu. « Bien sûr que c'est ça, Baldwin, » répondit Marguerite. « Mais où est-elle, Andy » demanda Lombard. « Tu as dû la voir ce soir. Elle n'a pas eu la charge de la fille depuis l'après-midi. Quand va-t-elle arriver ?»« Parbleu, ils ont aussi Lottie Trent ici, » pensa Nick. « Il se passerait quelque chose de bien si je pouvais sortir de cette boîte. » Tout en pensant à cela, il entendit Marguerite répondre. « Je l'ai laissée à Brady, juste avant de venir ici, avant de vous voir, toi et Baldwin, partir pour ce travail. Elle n'avait pas encore mangé, alors elle attendait pour dîner. Elle pourrait arriver à tout moment. Mais Carter a des armes, Andy.
Et il va se défendre si... Laisse tomber ses armes, intervint brusquement Margate. Il n'aura pas l'occasion de les utiliser. Nous n'aurons pas besoin de pistolet. Comment tu vas le régler? Facile comme tout. On va fixer le tuyau au compteur de gaz et le faire passer jusqu'au piège. Il ira du compteur jusqu'à l'ascenseur. On percerait un trou pour le faire passer à travers le plafond en planche. Carter ne pourra pas arrêter l'écoulement du gaz. On va l'étouffer comme un rat dans une chaudière en cuivre. C'est ça qu'il faut, gronda Baldwin en signe d'approbation. Facile comme tout, effectivement. Viens dans le bureau, ajouta Margate. On attendra là jusqu'à ce que Nell arrive. Mais la fille, on la réduira au silence plus tard. Elle ne peut pas sortir, j'ai bien vérifié ça. Viens dans le bureau. Nick entendit leurs pas lourds dans le couloir, montant un petit escalier, ce qui le convainquit qu'il se trouvait dans le sous-sol de quelques bâtiments. Parbleu, je vais devoir tenter ma chance pour m'en sortir, au moins, se dit-il. Sortant rapidement sa lampe de poche électrique, il commença une inspection précipitée des 4 murs et de la section où se trouvait le panneau. Il remarqua clairement que le piège avait été conçu comme un petit ascenseur, fait de sorte qu'il ne pouvait être ouvert que de l'extérieur. Il découvrit rapidement, de plus, que le plancher était suffisamment solide pour rendre une évasion impossible, et qu'il ne pouvait ni ouvrir ni déplacer le panneau dans aucune direction. « Eh bien, ça ne semble pas très prometteur, marmonna Nick, grave et froncé. Mais il y aura des échanges de balles, c'est certain, si ces scélérats tentent de percer le plafond. Je vais les avoir, encore faut-il... » Nick reçut alors la surprise de sa vie. Un clic net interrompit ses pensées. La porte du piège s'ouvrit brusquement et une fille se tenait directement devant lui dans le couloir éclairé. Elle était d'une pâleur mortelle et horriblement excitée, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Ses cheveux et ses vêtements étaient en désordre, son col en dentelle était taché de sang. Elle tremblait de tout son corps, dans une frénésie pleine d'impatience. « Je les ai entendus, je sais, » chuchota-t-elle frénétiquement. « Je suis Lottie Trent. J'étais enfermée dans la pièce en face. J'ai ouvert la serrure avec une épingle à cheveux. Je les ai vus ouvrir cette porte, et je savais que tu ne pouvais pas... » Son torrent de paroles fut interrompu par un coup sec de revolver. Une balle éclata dans le bois au-dessus de sa tête. « Ils m'ont entendu !» halléta-t-elle. Nick l'avait déjà saisi et l'avait tiré dans le piège, hors de portée des balles de l'autre côté du couloir, où Margate et ses 2 complices descendaient précipitamment une petite volée d'escalier. « Attends ici, ordonna Nick, la poussant dans un coin et sortant ses 2 revolvers. Je vais leur donner un avant-goût de leur propre médecine. » Chapitre 9. Entre deux feux. Chick Carter et Patsy Garvan, bien que cette affaire ait été principalement menée par Nick Carter lui-même, n'étaient pas restés inactifs pendant que leur chef était occupé comme décrit précédemment. Suivant les instructions qui lui avaient été données, Patsy passa une grande partie de la journée à traquer l'endroit où Margate avait obtenu un grand appareil photo, comme Nick l'avait soupçonné. Patsy finit par découvrir qu'un tel appareil photo avait été acheté 10 jours plus tôt chez un prêteur sur gage dans un quartier populaire de la ville, et que l'acheteur correspondait à la description de Margate. Le prêteur sur gage affirma qu'il n'avait pas laissé son adresse, mais qu'il avait payé l'appareil et envoyé un commissionnaire pour le récupérer, sans connaître le nom de ce dernier. Patsy se lança alors dans une recherche énergique du commissionnaire, mais ses efforts ne furent récompensés que vers 9 heures du soir, lorsqu'il retrouva l'homme qu'il cherchait. Cet homme lui expliqua qu'il avait livré l'appareil photo dans un bâtiment du côté de Georgetown, qui avait été récemment abandonné par une société de fabrication en faillite, et qui avait été récemment loué par des partis qui comptaient y emménager pour une entreprise similaire, bien qu'elle n'ait pas encore commencé. Patsy n'eut pas besoin d'en savoir plus. Il avait trouvé l'emplacement exact du bâtiment, remercia le commissionnaire pour ses informations, puis se dirigea vers la ligne de tramway qui y menait. Il est après 9 heures, et le chef doit avoir quitté le Grayling, se dit-il avec perspicacité. Si quelque chose doit se passer, ce sera dans ce même bâtiment. Je vais y aller tout de suite, au cas où je serai nécessaire. Il était 9h30 lorsque Patsy monta dans un tramway, et là, il eut une surprise. Dans un coin du tramway se trouvait Chick Carter. Il n'était pas seul. Sa compagne était une blonde vêtue de manière voyante, d'une 30aine d'années, avec des cheveux jaunes et des joues maquillées, dont les yeux un peu troubles et l'expression maquillée indiquaient clairement qu'elle avait pris quelques verres. « Nom d'un chien », pensa Patsy, assez amusé pour plusieurs raisons. D'où il la sort, lui? C'est un oiseau aux plumes fanées. Lui, il a l'air en forme, mais elle porte carrément son poids. Il doit y avoir quelque chose. Sinon, il ne se dirigerait pas par ici avec elle. Mais d'où il l'a ramassée? C'est ça qui me tracasse.
Leurs regards se croisèrent un instant, mais aucun signe visible ne passa entre les deux. Cependant, une lueur furtive dans les yeux de Chick donna à Patsy le seul indice dont il avait besoin. Les attentes de Nick Carter furent rapidement confirmées lorsque Chick, en visitant Larry Trent dans sa cellule cet après-midi-là, raconta au condamné ce qui était arrivé à sa sœur et les autres crimes dont Margate était coupable. Résistant au tort fait à la jeune femme, Trent expliqua à Chick que sa sœur connaissait Margate sous le nom de Matt Gaffney, qu'il logeait dans la même maison qu'elle et qu'ils étaient assez proches. Il ajouta que Margate pouvait être trouvée presque chaque soir déguisée en rouge dans un saloon et restaurant tenu par un certain Phil Brady situé dans un quartier malfamé de la ville. Chick obtint ainsi suffisamment d'informations qu'il jugea utile pour son enquête, et à 8 heures ce soir-là, il se trouvait en train de surveiller l'établissement de Brady depuis l'autre côté de la rue. Cependant, après une demi-heure sans résultat, Chick se décida à entrer dans le saloon et à prendre un verre, posant négligemment la question au barman. « T'as vu Gaffney ce soir ?»« Pas encore, répondit le barman. Mais il ne va pas tarder. Il y a là une fille qui l'attend dans la dernière cabine. » Chick jeta un coup d'œil à la fille à l'aide du miroir du bar. « Celle-là ? Je ne la connais pas, dit-il sans grande émotion. Elle n'est pas nouvelle par ici, grinça le barman. C'est Nell Bryn. » Chick se détourna sans poser d'autres questions et retourna à son poste d'observation en face de la rue. 10 minutes plus tard, il vit Margate entrer dans le saloon et parler quelques instants avec la femme, leur achetant un verre à tous les deux. Margate sortit alors, se dirigeant précipitamment vers une limousine qui était restée arrêtée au coin de la rue. Il parla vivement avec le chauffeur et un passager pendant un court moment, puis s'éloigna précipitamment. La limousine s'éloigna dans la direction opposée. Chick fit l'un de ses coups caractéristiques. Il griffonna quelques mots sur une carte blanche avec un crayon à papier, puis se précipita vers la cabine où Nell Bryn sirotait un martini en attendant ses côtelettes de porc. « Tiens, Nell, lis ça !» chuchota-t-il de manière solennelle, lui glissant la carte. « Andy m'a envoyé avec ça. » La femme leva les yeux avec méfiance, puis lut la carte. « Nell, ce type est en règle. Amène-le. J'ai une utilité pour lui. Vite. Signé Andy. » « Qui t'a donné ça ?» demanda Nell, scrutant à nouveau, mais moins méfiante. Chick avait pris le risque qu'elle allait rejoindre Margate plus tard, ou qu'elle saurait où il se trouvait. « Oh, réveille-toi ! Réveille-toi, gamine !» dit-il de façon significative. « Matt Gaffney m'a envoyé, ou Andy Margate si ça te parle mieux. Tu ne sais pas lire ?»« Pourquoi il n'est pas venu avec toi ? Il n'avait pas le temps, » expliqua Chick avec assurance. Il causait avec 2 gars dans un taxi. Il les a envoyés bouler et était super pressé lui-même. Il a dit que tu saurais quoi faire quand tu verrais son mot. C'est quoi au juste ? Chick commença à froncer les sourcils, et la femme se mit alors à rire. Elle avait bu juste assez pour se sentir un peu bête et en vouloir plus. « Il veut que je te fasse sortir, hein ?» demanda-t-elle. « C'est ce qu'il a dit. Tu sais lire, non ?»« Bien sûr que je sais lire, grinça Nell. Mais je ne sortirai pas d'ici tant que je n'aurai pas mangé. » « Tu paries ce que tu veux là-dessus ?»« Moi aussi, je suis un peu affamé, avoua Chick. »« Assis-toi et commande quelque chose. Dis-moi, c'est quoi ton surnom ?»« Sandy Billings. Je connais Andy depuis longtemps. Tu veux que je te paye un autre verre ?»« Bien sûr, fais-le sec. » Avec le terrain aussi habilement préparé, Chick trouva ensuite la suite des événements assez facile. Nell Bryn joua bien son rôle comme Chick l'espérait. Elle quitta la voiture au bon endroit et le conduisit à environ 1/4 de mille du bâtiment, là où se déroulaient les épisodes déjà racontés. Patsy Garvan les suivait sans grande précaution, à cause de l'ivresse de la femme. Ils pénétrèrent dans une cour menant à une porte arrière d'un bâtiment en pierre assez ancien. La limousine fut l'une des premières choses que remarqua Chick, et cela lui apprit tout ce qu'il voulait savoir. Il se retourna et vit Patsy qui se faufilait derrière lui. « On doit sonner ou frapper ?» demanda-t-il en s'approchant de la porte avec la femme qui tanguait. « Ni l'un ni l'autre, marmonna-t-elle d'une voix enrouée. « J'ai la clé. » « Donne-la, dit Chick calmement. T'arriveras pas à trouver le trou de la serrure. »« Je serais bien chanceuse si je trouve la clé, » dit Nell en cherchant une poche dans sa jupe. Elle la trouva finalement et donna la clé au détective. Chick tenta de l'insérer silencieusement dans la serrure, mais s'arrêta, pendant une fraction de seconde. Un bruit strident, soudain et haineux fit frissonner son corps de la tête aux pieds. Le coup sec d'un revolver. Patsy l'entendit aussi, et en 3 bonds rapides, il fut à côté de Chick. Les 2 hommes poussèrent la femme à l'écart, la jetant au sol, et Chick ouvrit la porte d'un coup sec.
Leurs regards tombèrent sur un couloir éclairé, un petit escalier menant à ce qui semblait une porte étroite, et sur Margate, Lombard et Baldwin, qui tiraient sauvagement sur un homme accroupi près de ce qui semblait être une porte étroite. « C'est Nick !» cria Chick. « En avant, Patsy !» Les deux se précipitèrent dans le couloir, revolver en main. Au même moment, Patty Lombard tomba, traversée par une balle tirée du revolver de Nick. Baldwin se tourna pour fuir, mais se retrouva coincé entre les deux feux. Il laissa tomber son revolver et leva les mains. Andy Margate ne fit rien de tout cela. Il sembla soudainement saisir la situation. Il plongea la main dans la poche de son gilet et porta quelque chose à sa bouche. Puis il tomba comme foudroyé, s'écrasant lourdement sur le sol, le dos à plat. Un flacon vide roula sur le côté, brillant à la lumière vive. Nick s'approcha, serra la main de Chick et Patsy, puis se pencha sur le flacon et le visage blême et tourné vers le ciel. « Payez le prix, c'est ça, » dit-il d'un ton un peu sombre. « Il nous a épargné le travail, il a dit la vérité, une fois dans sa vie. Le prix a été payé. » À minuit, Baldwin et Nell Breen étaient enfermés dans une cellule de prison. Lombard mourait à l'hôpital et Andy Margate était allongé temporairement dans l'arrière-salle d'une entreprise de pompes funèbres. Son cercueil, une planche, son drap, un linceul. Lombard avoua avant de mourir, mais il n'est pas nécessaire de garder une trace de cela dans ses pages, car cela confirma presque dans tous les détails les théories de Nick Carter, comme il l'avait déjà expliqué dans sa discussion sur ses soupçons et déductions. Le soulagement de Garland, ainsi que celui du sénateur Barclay et de Stella, la gratitude de tous envers Nick et ses assistants, tout cela va de soi, comme Nick le remarqua lorsqu'ils tentèrent de le remercier. C'est une satisfaction satisfaisante pour moi d'avoir mis Andy Margate hors d'état de nuire, ajouta-t-il. Lombard ne vivra pas jusqu'au matin, et les autres auront ce qui leur revient. Qui pourrait demander plus pour la justice ?